Alors, on va y aller. Donc, bonjour à tous, bienvenue sur ce troisième webinaire, troisième webinaire du cycle destiné aux commerçants sur la vente en ligne. Donc, je vois parmi les spectateurs que c'est les mêmes depuis le premier webinaire, donc c'est chouette de pouvoir continuer ce cycle et évoluer avec vous. Donc, pour rappel, ce cycle de webinaire a pour objectif de vous accompagner dans la vente en ligne. Donc là, c'est le dernier webinaire sur vendre en ligne sans boutique en ligne. À partir de demain, donc jeudi et vendredi, Vincent vous accompagnera sur la création d'une boutique en ligne. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez le faire d'ores et déjà. Juste pour rappel, donc on a coupé vos micros, vous pouvez poser vos questions via le chat ou sur Facebook. On fera passer les questions donc à notre intervenant. À la fin du webinaire, vous recevrez le lien pour le replay et on vous enverra aussi les fameuses fiches pratiques dont on vous parle depuis le début, fiches pratiques qui vont reprendre l'ensemble des outils que Vincent a abordés et vraiment dans le détail pour vous permettre, c'est un genre de mini-guide, vous permettre de mettre en application tout de suite donc ce dont Vincent vous a parlé. Voilà, et donc aujourd'hui, Vincent va vous parler de visibilité, comment booster sa visibilité, comment faire très facilement et sans coût des campagnes de publicité. Voilà, donc je te laisse la parole Vincent, à tout à l'heure, mon webinaire. Merci Marie, bonjour à tous. Ouais, comme Marie l'a bien précisé, on va directement voir comment booster sa visibilité. On a vu sur les deux premiers ateliers justement comment proposer ses produits sur Internet de manière générale, comment afficher vos produits sur Facebook, comment afficher vos produits sur Google. Donc, je ne vais pas revenir sur cette partie-là. N'hésitez pas à revisionner les sessions live qui ont été enregistrées par la CCI de Toulouse pour ça. Là, ce troisième atelier, il va être dédié justement à la génération de trafic, à la génération de clients via plusieurs méthodes. La première, ça va être la base de données. Je vais vous montrer comment créer et exploiter une base de données. Je vous ai aussi préparé un fichier comme à chaque atelier, je vous prépare des petits fichiers que vous pouvez exploiter et utiliser. Ce fichier-là, il va vous permettre justement de gérer votre base de données. Pour ceux qui n'en ont pas encore, ça vous permettra déjà d'avoir un petit espace de travail, on va dire. Ensuite, je vais vous montrer quelques techniques d'acquisition client et notamment les solutions d'emailing. Je pense qu'il y en a déjà qui les utilisent. L'idée, c'est de vous présenter un peu comment bien les utiliser, ces solutions. On va voir deux solutions. On va voir Mailchimp et Sendinblue pour les emails. Ensuite, on va voir les solutions publicitaires. Donc là, je vais vous montrer un peu comment lancer des campagnes. J'ai sélectionné des campagnes qui sont simples et actionnables, que vous pouvez reproduire chez vous. Donc, justement, pour que ce soit assez accessible. Il y a plein de types de campagnes publicitaires, il y a plein de régies publicitaires qui existent. J'en ai sélectionné deux. J'ai sélectionné Facebook et Google. Facebook, ça comprend Facebook et Instagram, je précise. Et du coup, je vais vous présenter un peu comment lancer ces premières campagnes sur les régies publicitaires. Il me semble que les anciennes séances sont sur la page Facebook de la CCI Toulouse et peut-être que aussi vous allez recevoir un email ou vous l'avez peut-être déjà reçu concernant les anciens lives et les anciennes présentations. Il me semble que c'est possible que vous ayez reçu un mail plus sur la page Facebook de la CCI. Alors, du coup, on va d'abord créer et exploiter une base de données client. Donc, l'idée ici, c'est de réinventer. Je pense que vous connaissez tous des techniques de fidélisation en tant que consommateur ou en tant que professionnel. Vous avez peut-être déjà essayé de mettre en place des techniques pour fidéliser. La basique, on va dire, c'est celle qui existe partout, c'est le système de carte de fidélité qui marche encore très bien aujourd'hui. Je vais vous montrer un peu des moyens nouveaux, des moyens numériques pour fidéliser ses clients, pour fidéliser ses utilisateurs. Mais pour ça, il va falloir tenir à jour une base de données client. Une base de données client, qu'est-ce que c'est? Moi, je vous en ai préparé une qui est très simple d'utilisation. C'est tout simplement un fichier client de ce type. Alors, là, c'est un nom, c'est un prénom, c'est un email, c'est un numéro de téléphone et c'est tout simplement un classeur Excel. Je vais vous le partager de suite et vous allez pouvoir l'utiliser. Copier l'adresse du lien à tout le monde.
Hop, et les participants. Voilà, je vous ai créé ce fichier. Ce que vous pouvez faire, bien sûr, c'est de faire un fichier, créer une copie. Vous ne pouvez pas l'éditer normalement, le fichier en question. Vous pouvez faire fichier, créer une copie, ici, et ça va créer une copie. Vous la mettez où vous voulez dans votre dossier, dans votre drive, et comme ça, vous pourrez l'éditer et en faire ce que vous voulez. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore de fichier client, ça peut être une bonne méthode que d'utiliser tout simplement un tableur de ce type-là. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir mettre à jour votre base de données client comme ça. Comment l'utiliser au quotidien? Donc là, bien sûr, je sais que vous êtes principalement tous fermés, mais dans une optique de réouverture, justement, ce fichier client, il peut être ouvert tout le temps quand vous êtes au bureau, par exemple, ou quand vous êtes, pardon, dans votre établissement, plutôt. Et derrière, du coup, vous allez pouvoir, dès qu'une personne souhaite recevoir éventuellement les nouvelles du magasin, si la personne souhaite peut-être avoir des avantages, on peut tout simplement créer un fichier client aussi dans l'optique d'apporter un avantage aux personnes qui enregistrent leur nom. Donc tout simplement, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être par exemple la carte de fidélité. Et donc ici, vous pouvez déjà commencer à traiter les informations. Donc par exemple, c'est Véronique. Hop, hop, ça c'est pas un prénom. Hop, je vais le mettre ici plutôt. Et Dupont. Voilà. Et donc là, Dupont@mail.com, voilà, et éventuellement son 06 ou son 05, etc., etc. Donc ce fichier-là, il va vous servir à plein de choses. Il va vous servir à préparer, on va dire, un éventuel envoi d'email. Donc je sais qu'il y en a pas mal qui le font déjà, donc ça ne s'adresse pas à eux parce que ces personnes-là ont déjà une base de données dans leur solution d'emailing, mais je vous transmets déjà une méthode, on va dire, pour gérer une base de données client de façon assez simple. Donc voilà, l'idée c'est de renseigner le plus d'informations que vous avez, donc au fur et à mesure, vous agrémentez votre base de données, donc vous ajoutez de plus en plus de personnes, et derrière, on pourra exploiter ce fichier de façon assez simple. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est assez simple d'utilisation et de traitement, et en soi, les informations que vous demandez ne sont pas compliquées à collecter, il suffit juste de demander l'autorisation de la personne pour laquelle vous allez potentiellement la recontacter derrière, la recontacter par email ou éventuellement par téléphone si on envoie une campagne de SMS ou si on envoie une campagne d'email. Donc pour ça, je vais vous montrer comment ça marche. L'idée, c'est d'exploiter ce fichier. Donc, il faut qu'il y ait une utilité, il faut qu'il y ait on va dire, un intérêt pour le client de s'inscrire là-dessus. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être la carte de fidélité. Et donc ici, on pourrait ajouter éventuellement, comme système de tampon, dès que la personne passe dans la boutique. Par exemple, dès qu'elle fait un achat dans la boutique. Donc là, ça va être un achat, 2 achats, 3 achats, etc., etc. Donc là, normalement, si je fais ça, hop, je devrais le faire. Non, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. En gros, voilà. Admettons, au 10e achat, elle a quelque chose. Et du coup, ici, par exemple, on pourrait faire, hop, dès que c'est passé en achat, on lui valide un achat. Hop. Donc derrière, si elle revient en magasin, on la remet en vert ici, par exemple. C'est pas vert du tout, ça. Hop. Donc voilà. Petit à petit, en fait, elle remplit des points. Et peut-être que là, c'est le 10e achat. Égal 20 € offert, par exemple. Donc au final, vous pouvez, sans avoir de CRM ou de logiciel un peu complexe, vous pouvez déjà gérer votre base de données comme ça et faire un système de fidélité. La personne, elle peut aussi avoir une carte physique, donc une carte que vous tamponnez vous, éventuellement, et derrière, vous le saisissez aussi là-dessus pour faire un suivi. Comme ça, si elle n'a pas sa carte un jour, ben, vous pouvez quand même le remplir. Donc là, on était à 2 achats chez nous, depuis la dernière fois où vous avez déjà complété. Ok, donc là, voilà, elle refait ses achats, elle refait ça, hop, voilà. Et derrière, du coup, on va dire que ça, elle le fait plusieurs fois. Hop. Donc voilà, elle arrive au 10e achat. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre tout à 0 et on va lui offrir 20 € d'achat. Hop, voilà. Donc, c'est un système de fidélisation simple, mais que vous pouvez actionner facilement et qui est vraiment, vraiment basique. Ce qu'on va faire en plus de ça, c'est que ce fichier-là, on va pouvoir l'exploiter pour des solutions d'envoi d'email. Et donc là,
on va entrer directement dans les outils. L'idée, c'est de pratiquer aujourd'hui et de vous montrer un maximum d'outils pour que vous ayez un maximum de possibilités. L'idée, c'est pas que vous fassiez tout ce que je vous présente aussi, c'est de sélectionner ce qui vous intéresse par rapport à votre activité. Donc, je vais vous parler de pub sur Facebook, je vais vous parler de pub sur Google, je vais vous parler d'envoi d'email, de campagne de SMS. Il y a des choses qui ne se prêtent pas forcément à votre activité. N'hésitez pas à exclure ça et à sélectionner ce qui vous intéresse vraiment. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. C'est que moi, je vous donne un maximum de clés, un maximum de moyens actionnables pour que vous puissiez justement lancer des choses, être actif sur cette période où les gens sont confinés. Et derrière, du coup, vous sélectionnez et vous mettez en action rapidement les éléments que je vous présente. Dans tous les cas, il y aura le live pour revoir pas à pas les étapes que je fais pour lancer une campagne, pour lancer une campagne d'email, etc. Donc, n'hésitez pas à revisionner les lives ou aussi à vous former même sur YouTube notamment. Il y a plein de tutoriels pour lancer des campagnes sur Google, sur Facebook ou autre. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi d'autres personnes qui font ce genre de formation. Alors, du coup, on va voir les techniques d'acquisition client. Une fois que vous avez votre base de données à jour, que vous avez mis un système de fidélité en place comme ce que je viens de vous présenter, vous allez avoir le choix d'énormément de solutions. Là, il y en a pas mal qui sont dédiés à l'envoi d'email, qui sont dédiés de manière générale à la gestion client, à la gestion et la relation client, donc la GRC, ou sinon, en anglais, ce serait du CRM, du Customer Relationship Management, comme on le voit avec notamment HubSpot ou GetResponse, qui sont des solutions où on va carrément faire de la gestion client, où on va savoir avoir un parcours d'achat paramétré, etc. C'est des solutions un peu plus avancées. Nous, on va se focaliser sur 2 solutions parce que je sais qu'il y en a pas mal, je pense. N'hésitez pas à le dire dans le chat, ceux qui sont sur Sendinblue, sur Mailchimp, sur Mailjet, sur Sarbacane aussi peut-être. Il y a une solution française qui s'appelle Sarbacane. Donc voilà, il y a pas mal de solutions. N'hésitez pas à mettre dans le chat, à dire bonjour, je suis sur Mailchimp ou bonjour, je suis sur Sendinblue ou autre. Moi, je vais vous présenter les 2 solutions, Mailchimp et Sendinblue, et je vais rentrer plus en détail sur la partie Sendinblue. Ok, il y a quelques Mailjet quand même. Ok, ouais, sur Sendinblue, sur Mailchimp. Ok. N'hésitez pas à continuer de remplir ça. Ok, d'accord. Alors, le temps que je liste toutes ces réponses, quelque chose d'important avant de commencer. Faut savoir que le RGPD est désormais actif en France et qu'il faut être aux normes pour ses utilisateurs. Donc, c'est quoi être aux normes? C'est qu'il va falloir avoir des mentions légales à jour. Je vois encore des sites internet aujourd'hui où il y a la page de mention légale, donc on peut cliquer dessus et quand on arrive sur la page, elle est vide. C'est quelque chose de très problématique. Il peut y avoir des dénonciations, il peut y avoir des gens qui vous attaquent pour le fait que vous collectiez les données sans informer les utilisateurs de votre site que vous les collectez. Donc ça peut être dangereux. Donc ce que je vous inviterai à faire, c'est au moins de mettre en place un système qui permet d'afficher vos mentions légales. Donc en général, c'est une page de votre site qu'on retrouve en pied de page sur votre site et je vous invite vraiment à le faire. Oui, d'accord, vous allez me dire, mais Vincent, j'ai pas de mention légale, j'ai pas d'avocat, je peux pas m'en rédiger. Mais du coup, j'ai un outil qui vous permet de rédiger vos mentions légales pour vous. Donc, on va le faire ensemble pour que vous puissiez justement être aux normes niveau RGPD. RGPD, ça veut dire le régime général pour la protection des données. C'est une norme européenne qui vise à protéger les données des utilisateurs qui vont sur les sites Internet. De manière générale, c'est ça, pour faire simple. Donc, on va aller sur orson.io. C'est un outil qui permet de vous générer les mentions légales gratuitement. Donc ça, hop, je vais taper dans Google Orson.io mention légale. Voilà. Je vais vous l'envoyer dans le chat, le lien. Je pense qu'il y en a pas mal qui les ont pas à jour. C'est hop. Du coup, comment ça fonctionne cet outil? C'est un outil qui va vous permettre justement de rédiger vos mentions légales. En fait, c'est un formulaire de questions, en fait, et vous répondez à des questions, et derrière, ça va rédiger les réponses, du coup, qui sont conformes RGPD, donc qui sont totalement légales, du coup.
Alors, propriétaire de site web, si c'est une entreprise ou si c'est un site personnel. Donc là, je pense qu'on va être plutôt sur l'optique d'une entreprise. Je vais prendre l'exemple, je ne sais pas moi, je vais prendre l'exemple de... hop, je vais faire par exemple shopify.com. Shopify, hop, voilà. On va faire une petite transition comme ça avec le site et la formation qu'on va faire sur les 2 prochains jours. Alors du coup, je renseigne l'URL de mon site web. Ensuite, je renseigne ma forme juridique. Donc par exemple, je suis la SAS Shopify France. L'adresse du siège social. Donc là, 11 rue Louis Renaud. 31 500. Hop, Valma. Le capital social, si vous en avez un, vous pouvez le renseigner. Par exemple, admettons, c'est de 1 000 € mon capital social. Mon numéro de TVA, si j'en ai un, on le renseigne. Là, je vais dire que c'est ça, mon numéro de TVA. Hop. Le webmaster. Donc là, c'est la personne qui a créé le site. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre un nom personnel. Vous pouvez mettre tout simplement le nom de la société qui a fait le site. Admettons, c'est la société Transfo Numérique qui a fait le site de Shopify. Hop. Vous mettez un contact, un email. Hop. Par exemple. Ensuite, responsable de la publication, bah, du coup, on reprend les mêmes informations parce qu'en général, le webmaster est responsable de la publication. Hop. Donc là, je reprends le nom, je reprends l'email, ici. Nom du représentant légal de l'entreprise. Donc là, par exemple, c'est moi. Et ville du tribunal de compétences en cas de litige. Moi, la ville dans laquelle je suis rattaché, c'est Auch. Hop, suivant. L'hébergement. Donc là, vous avez une liste des hébergeurs qui vont en fait remplir toutes ces informations, l'adresse, le code postal, le numéro de téléphone de ces hébergeurs-là. Donc généralement, vous allez être sur OVH, sur One and One, éventuellement, ça c'est Gandhi, ça c'est Amen.fr, ça c'est Orson.io qui fait aussi de l'hébergement, ou autre. Généralement, vous pouvez directement sélectionner OVH ou Gandhi ou One and One, et ça met à jour ces informations-là. Si jamais, vous pouvez faire autre et vous renseigner à la main des informations de votre hébergeur. Donc n'hésitez pas à regarder. Hein. Je ne sais pas, moi, il y en a plein d'autres, hein, des hébergeurs. Je vais par exemple être chez HostGator. Hop, HostGator adresse, par exemple. C'est un nom d'hébergeur aussi, c'est un hébergeur canadien ou américain, il me semble. Voilà, donc là, je peux récupérer l'adresse. Par exemple, je prends une adresse un peu au pif, hein, je prends celle-là, par exemple. Et donc, voilà, ils sont à Houston. Donc, je prends l'adresse de Houston et je la mets dans mon générateur de mention légale. Et donc là, en fait, je l'écris HostGator. Je mets l'adresse, la ville, etc., etc. Donc, voilà, on va partir dans l'optique que nous, on est chez OVH. Hop, voilà. Alors, si votre site est déclaré à la CNIL, il faut renseigner votre numéro de CNIL ici. Donc là, pour le coup, moi, j'en ai pas, donc je ne le renseigne pas. Le délégué à la protection des données, ça, c'est hyper important aussi. On appelle ça un DPO aussi en anglais, c'est Data Protection Officer, en gros. Qu'est-ce que c'est? C'est une personne, en fait, qui va être responsable de la protection des données sur votre site Internet. Donc ça, il faut demander normalement au prestataire qui vous fait le site, savoir si la personne peut être DPO et donc peut être déléguée à la protection des données pour votre site Internet. C'est-à-dire que c'est elle déjà qui va normalement rédiger ces mentions légales, même si vous pouvez le faire, et c'est pas non plus très compliqué, c'est un formulaire à remplir. Mais sinon, généralement, par exemple, nous, on fait des sites Internet avec l'atelier du site et aussi avec Transfo Numérique. Et du coup, nous, on se met en DPO, comme ça, si jamais il y a une question concernant la protection des données des personnes qui ont rempli des formulaires sur le site ou qui ont reçu un email ou autre, mais du coup, c'est la question qu'elles vont avoir, ces personnes, elles pourront nous la poser directement. Donc, nous, on sera le contact délégué à la protection des données et donc les personnes pourront nous contacter via les mentions légales si jamais elles ont des questions sur savoir, par exemple, comment on stocke les données. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc là, on va mettre le nom de la société. Hop. Et toujours pareil, je pense que je l'ai ici, voilà. Hop. Les données collectées. Donc ça, c'est hyper important, c'est de tout simplement dire dans les mentions légales qu'est-ce qu'on va collecter comme information.
Donc ça, c'est quelque chose d'ultra important. Si vous avez un site classique, on va dire, admettons, je sais pas moi, je vais retourner là-dessus, j'ai un site comme Shopify, ici, sur shopify.fr. Donc d'entrée, on voit que le site Shopify, il collecte des informations. Il collecte une adresse email et il fait démarrer. Donc directement, on peut déjà dire qu'on collecte les emails. Donc là, en fait, vous avez des exemples, de toute façon, nom, prénom, adresse postale, email, numéro de téléphone. Donc là, on sait déjà qu'on a l'email. Ensuite, on a peut-être un formulaire de contact. Et donc, au final, s'il y a un formulaire de contact, on va demander un peu ou regarder les informations qui sont demandées. OK, là, il y a juste un email. Forum centre d'aide, contact et assistance. Hop, on va voir ça, par exemple. Mais je pense que c'est juste continuer sans se connecter. Hop, contacter par email. Je n'ai pas de boutique Shopify. OK, voilà. Donc là, on voit que sur ce formulaire-là, votre nom, votre email, votre objet, votre message. OK. Donc, il collecte nom, email, objet et message, ce n'est pas des données personnelles. Donc, ça, pas de souci. Donc là, ça va être nom, email uniquement, pas de numéro de téléphone. Donc voilà un peu les données qu'on collecte. Non, par exemple. Ça pourrait être aussi de préciser les données qu'on collecte via les solutions d'analyse de données. Pour ceux qui ont, par exemple, Google Analytics, pour ceux qui connaissent, vous pouvez le renseigner aussi ici. Donc, par exemple, j'ai Google Analytics. Admettons, vous avez d'autres outils d'analyse de données. Vous avez, par exemple, Hotjar. Vous pouvez aussi éventuellement renseigner les informations concernant votre solution d'emailing que vous utilisez actuellement. Donc ça aussi, ça peut être intéressant, c'est de renseigner par exemple directement Mailchimp, Sendinblue et toutes les solutions qui vous permettent de gérer les emails, l'envoi d'emails. Comme ça, au moins, ça transmet l'information comme quoi les informations personnelles que vous avez, elles sont stockées peut-être sur Mailchimp ou sur Sendinblue. Ça peut être aussi intéressant de voir ça. Ensuite, il va falloir renseigner la durée de conservation de ces données en mois. Donc ça, vous n'avez pas forcément de limite de conservation, de mémoire en tout cas, mais derrière, voilà, moi ce que je vous conseille, c'est de faire à peu près 12 mois, comme ça on est tranquille. Les données permettant d'améliorer l'expérience utilisateur et de proposer des conseils contextualisés. Ah ok, d'accord, en fait, ça a changé. Du coup, Google Analytics et toutes ces données-là, ça va être plutôt ici qu'il va falloir les mettre. Donc, on va les mettre plutôt ici. Et on va remettre 12 mois. Hop. Donc en fait, voilà, c'est ces données permettant d'améliorer l'expérience utilisateur sur le site. Normalement, dans un site e-commerce, vous ne collectez pas les données de carte bancaire. Elles sont anonymisées, justement. Donc normalement, vous ne pouvez pas récupérer les numéros de carte bleue, même si vous avez un e-commerce. Donc, pas de souci, vous rentrez pas forcément ça. Mais par contre, si vous avez un e-commerce, du coup, ça va être l'adresse, ça va être le code postal, la ville, le prénom aussi, on n'a pas renseigné. Voilà, il peut y avoir un peu plus d'informations collectées. Donc, si on est dans un e-commerce, ça serait plutôt ça. Donc voilà. Hop. Et là, j'ai le bouton « Générer mes mentions légales ». Il y a la possibilité, si jamais vous voulez faire un don, c'est quand même sympa ce qu'il propose. De temps en temps, je fais des dons sur ça. Sinon, vous pouvez ne pas donner de dons. Donc derrière, vous pouvez renseigner un email et faire télécharger les mentions légales. Vous pouvez les télécharger sous plusieurs formes. En fait, vous pouvez tout simplement copier ce texte ici. Vous pouvez copier-coller. Et donc, on voit en fait que toutes les données, toutes les mentions légales ont été rédigées. Donc là, si on s'intéresse un peu plus en détail, on retrouve le lien du site, les informations clients, ok, voilà. Là, l'utilisateur se connecte, utilise le site nommé, voilà. Présentation du site. Là, on retrouve le nom de la société, l'adresse, le responsable de publication. Le responsable est une personne physique ou morale. Le webmaster, hop, l'hébergeur, etc., etc. Et tout ça est totalement conforme aux lois actuellement en vigueur sur le RGPD. Donc, je vous invite vraiment à créer votre page de mention légale. C'est quelque chose de très important. Pour ceux qui font du site e-commerce, il y a aussi les conditions générales de vente à préciser sur le site internet. Mais ça, je ne vais pas détailler. Pour ça, je vous conseille plutôt de voir avec un avocat, parce que les générateurs de conditions générales de vente en ligne sont pas
pas super bien fait, on va dire, enfin, c'est pas forcément assez adapté à ce que vous faites, hein. Donc plutôt par un avocat pour les CGV, mais par contre pour les mentions légales, vous pouvez totalement utiliser ce site qui est bien fait, je trouve. Du coup, une fois que vous avez fait ça, il y a une autre notion à prendre en compte, c'est le fait de faire un cookie consent. Qu'est-ce que c'est le cookie consent? En fait, c'est le consentement par cookie. Enfin, le consentement de l'utilisation des cookies, on va dire. Donc, en fait, en quoi ça consiste les cookies? C'est ce bandeau ici que vous voyez, par exemple sur Shopify. Shopify use cookies to provide necessary site functionality and improve your experience. Donc, en général, c'est des textes un peu standards qui sont à peu près partout. Et du coup, là, ça propose directement la politique de confidentialité et ses mentions légales. Donc là, ici, on peut aller voir dessus. Hop. Et donc là, vous avez en fait toutes les informations. Bon, là, pour le coup, c'est plutôt la politique de confidentialité, mais les mentions légales, voilà, c'est quelque chose à avoir, on va dire. Hop, voilà. Là, par exemple, vous voyez, on retrouve les informations qu'on renseignait. Donc là, on retrouve Google Analytics, par exemple, ici. Derrière, on retrouve Hotjar, LinkedIn Analytics, Optimizely, voilà. Il y a toute la liste en fait, des informations qui sont collectées. Et en soi, il y en a beaucoup quand même sur ce site-là. Il y en a pas mal. Donc voilà. Donc, comment on fait pour créer un pop-up comme ça de cookie consent? Généralement, quand vous créez le site, vous avez la possibilité de faire une pop-up comme ça. Il faut qu'elle soit conforme RGPD aussi et que la personne puisse accepter ou refuser aussi. Normalement, désormais, il faudrait avoir la possibilité d'accepter ou de refuser. C'est pas forcément en vigueur sur tous les sites. C'est pas forcément vous risquez pas d'amende, on va dire, pour l'instant, si vous proposez pas le refus des mentions légales. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez déjà accepter ça. Donc voilà un peu les deux grosses conditions avant de faire toute chose sur la publicité, sur le marketing de manière générale, sur l'envoi d'emails, la collecte d'informations et la collecte de données personnelles. Avant toute chose, il y a les mentions légales, vraiment important, et le pop-up de cookie consent, c'est-à-dire le fait que la personne doive accepter la politique de confidentialité et les mentions légales. Est-ce que c'est clair avec ça pour l'instant? Ok, bon, nickel. Parfait. Du coup, on va enchaîner sur ça et je vais vous présenter une première technique. Je sais pas pour le coup l'ISET. Peut-être regarder, je vais regarder au pire en même temps. Générateur. Hop. Générateur. Hop. Ouais. Là, je viens d'avoir une. Je sais pas si c'est gratuit ou payant, hein. C'est pas sûr que ce soit gratuit. Mais je vous en mets un dans le chat. J'ai tapé tout simplement générateur de politique de confidentialité et cookies dans Google. C'est un des premiers qui est sorti. Mais voilà, pas sûr que ce soit gratuit. À voir, à vérifier. N'hésitez pas à chercher, à faire plus de recherches sur ça. Hop. Du coup, je vais vous parler d'abord de principes de marketing digital qui sont des principes d'acquisition et d'automatisation. Je vais vous parler de techniques déjà qui permettent justement de fournir et d'agrémenter une base de données. Comment on fait pour agrémenter sa base de données? Comment on fait pour avoir de plus en plus de contacts qualifiés dans sa base de données? En fait, il y a plusieurs possibilités. La première, en fait, enfin, ça va être plutôt un moyen, ça va être le fait de faire de l'automatisation. Pourquoi on va automatiser? On va automatiser certaines tâches, en fait, parce que il y a des tâches en fait, qui sont récurrentes, comme l'envoi d'email de la même manière à tout le monde, à tous ses clients. Ça peut être, enfin voilà, imaginez-vous en train d'envoyer email par email sur Gmail, un email de relance ou un email commercial à tous vos clients. Ça serait insupportable. Du coup, il existe les principes de l'automatisation pour envoyer des emails groupés avec ces solutions que je vous ai présentées précédemment. Et je vais vous montrer un peu comment aller plus loin au niveau de ces solutions d'automatisation pour vraiment gagner du temps en fait sur ces actions marketing et éviter de faire ces actions-là à la main.
Je vais vous montrer notamment comment rédiger un formulaire et comment envoyer, en fait, créer une règle qui envoie un email dès que la personne remplit un formulaire. Et ça va vous permettre de gagner du temps plutôt que d'attendre que la liste se remplisse et que derrière, on envoie un email de masse à cette liste. Et en fait, ça peut envoyer petit à petit, dès qu'une personne remplit, automatiquement un email. Donc ça, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer aussi comment paramétrer des campagnes sur ces solutions d'emailing. Euh, c'est à ne pas confondre avec l'email marketing, justement. La différence entre l'automatisation, c'est qu'on va créer des scénarios qui vont permettre de gérer, comme si des robots en fait, géraient pour nous nos actions marketing. Bien sûr, il faut les paramétrer en amont, mais derrière, ça va être fait automatiquement. Alors que l'email marketing, c'est tout simplement l'envoi d'un email à une liste. Donc là, c'est une campagne d'email à laquelle on va envoyer en une seule fois tous les emails. Donc l'email automation, on va dire, l'automatisation de l'envoi d'email, ça se fait au fur et à mesure et dès qu'il y a une règle qui est effectuée, dès qu'il y a une action qui est effectuée, qu'on a enregistrée par les utilisateurs, comme le remplissage d'un formulaire, on va dire envoie un email à cette personne. Donc, ça ne sera pas un email groupé. Comment on fait pour justement susciter le remplissage d'un formulaire? Comment on fait pour susciter l'intérêt de sa marque, de son activité? On va avoir plein de possibilités. Moi, je vais vous présenter une technique qui marche très bien. C'est la stratégie de lead magnet. Ça ne me parle peut-être pas à ce terme, mais je pense que en fait, le concept va vous parler. Je vous ai préparé quelques exemples. En quoi ça consiste le lead magnet? Ça consiste en fait à proposer du contenu intéressant pour vos prospects en échange de quelque chose qui les intéresse. Donc, comment ça se passe en fait? Je ne sais pas si vous avez déjà téléchargé un livre blanc, si vous avez déjà téléchargé, je sais pas moi, un livre de recettes gratuit, un guide gratuit sur un site, en échange d'un email, généralement. Cette stratégie-là, c'est une stratégie de lead magnet. Je vous ai préparé 2 exemples pour vous contextualiser ça. Je vais vous présenter l'exemple de Pierre. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un ami à moi qui travaillait avec moi chez Google avant, qui a lancé sa propre boîte. Et Pierre, il a proposé en fait d'envoyer du contenu de qualité une fois par jour dans votre boîte mail, en gros. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il propose un contenu qui est gratuit, qui est de bonne qualité pour toutes les personnes, on va dire, qui sont plutôt en start-up, qui sont dans le marketing de manière générale. Et donc, en fait, en échange d'un email, il peut leur envoyer des emails tous les jours, donc avec de la valeur. Et en plus de ça, il peut avoir derrière des contacts qualifiés. Si demain, il veut vendre des formations, là, il est en train de vendre un livre, il me semble. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont dans sa base de données qui pourraient être intéressées par acheter ce livre. C'est ça l'intérêt. Alors, il y a des questions. Le responsable de publication, ben, Pascal, si c'est vous qui publiez sur le site, oui, ça sera vous c'est la personne qui publie en fait sur le site. Ça peut être 2 personnes aussi. Ça peut être le webmaster s'il publie certains trucs et vous aussi si vous publiez d'autres trucs. Compatible avec pas mal de CMS. Ok, je connais pas. La tarte au citron. Hop. Ok, ben voilà, ouais, vous avez un bon site là qui est gratuit pour plusieurs services. Donc ouais, n'hésitez pas à aller voir. Hop. Du coup, j'en étais là. Donc voilà, ce que Pierre propose en fait, c'est donc un email de qualité chaque jour dans la boîte mail. Derrière, ça permet de lui apporter des contacts qualifiés. Je vous ai préparé un autre exemple ici. Là, c'est Alex de WP Marmite. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le plus gros blog francophone sur WordPress, donc francophone au niveau canadien, au niveau français, etc. Et du coup, lui, ce qu'il propose, c'est qu'on reçoive gratuitement un tutoriel vidéo de 30 minutes pour lancer votre site dans les meilleures conditions. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir ce tutoriel vidéo? Ben, en fait, quand on fait commencer maintenant, ça nous affiche un formulaire à remplir, un formulaire avec un email et un prénom. Et donc, derrière, comme ça, en échange, on va dire, d'un contenu de qualité unique, on va donner un email. Et donc, Alex, derrière, il aura la possibilité d'avoir des contacts ultra qualifiés parce que lui, son objectif, c'est de proposer du contenu sur WordPress de manière générale, mais aussi de proposer des formations qui sont payantes, du coup, pour s'améliorer sur la création de sites avec WordPress. Donc, bien sûr, si les personnes sont intéressées par le fait de télécharger et de recevoir par mail une vidéo de 30 minutes pour lancer son site WordPress,
bien sûr que les gens seront sans doute intéressés par avoir des formations sur WordPress. C'est totalement adapté. Donc, bien sûr, c'est à vous de vous dire qu'est-ce qui pourrait intéresser mes prospects en termes de partage pour justement que je puisse proposer un contenu de qualité pour mes prospects. Admettons, si je suis fleuriste, je ne vais pas faire un tuto peut-être plomberie. Je vais faire peut-être un guide sur comment créer un bouquet de fleurs, par exemple. Je vais peut-être faire un tuto, envoyer une vidéo sur comment faire un bouquet de fleurs de saison. Ou, je sais pas moi, un livre sur les différentes saisons des fleurs, par exemple, pour savoir un peu à quelle période il faut faire des bouquets de quoi, etc. Si je suis un restaurateur, je vais pouvoir faire un guide de mes 3 meilleures recettes, ou peut-être une recette par mois envoyée dans votre boîte mail. Et pour ça, il faut que les gens s'inscrivent sur cette boîte mail. En fait, si vous proposez quelque chose qui est en rapport avec votre activité gratuitement, qui peut intéresser vos prospects et vos clients, ben en fait, c'est tout gagné parce que les gens qui sont intéressés par ce qui touche à votre activité, c'est des gens qui seront plus enclins à travailler avec vous, c'est-à-dire à venir chez vous en magasin, à acheter sur votre site internet peut-être, ou tout simplement à collaborer avec vous. Donc ça, c'est une très bonne stratégie que la stratégie de lead magnet, parce que justement, vous allez pouvoir mettre en place une stratégie d'acquisition comme ça de lead, c'est-à-dire de prospects qualifiés. Et au final, c'est à part le temps passé dessus, c'est une mise en place qui est totalement gratuite. On va voir que les solutions d'emailing que je vais vous présenter sont gratuites, jusqu'à une certaine limite, mais la limite est assez grande. En plus de ça, le contenu que vous allez créer, vous, ça va vous prendre peut-être du temps de créer un contenu, de créer une vidéo, de créer un fichier PDF ou autre. Mais derrière, vous allez vous y retrouver parce qu'en fait, vous allez faire de l'acquisition client, tout simplement en proposant du contenu qui est gratuit et que vous avez en termes de ressources parce que vous êtes expert de votre domaine. Donc, c'est vraiment une très bonne stratégie. En fait, sans budget, on peut acquérir des clients comme ça. Donc là, je vais vous montrer, on va rentrer dans les outils, je vais faire un petit comparatif en fait, de Sendinblue et de Mailchimp. En soi, les fonctionnalités sont quasiment totalement similaires. C'est deux solutions d'emailing qui permettent de faire de la gestion de base de données clients. Donc la gestion client, c'est-à-dire que vous pouvez enregistrer vos clients via un fichier Excel que vous allez pouvoir importer, d'où l'intérêt justement de tenir à jour un fichier comme je vous ai partagé en début d'atelier. En plus de ça, la grosse différence, on va dire, entre Sendinblue et Mailchimp, ça va être que c'est une solution française d'un côté et américaine de l'autre. Mailchimp, il faut savoir que désormais que c'est passé en possibilité de le mettre en français. Donc c'est plutôt un système d'affinité que vous allez choisir en fonction de comment vous êtes familiarisé avec les deux plateformes, plutôt qu'un choix technique sur la solution, parce qu'en soi, les deux sont totalement similaires en termes de fonctionnalité, en termes de quantité de contacts dont vous disposez. Moi, j'ai une petite préférence pour Sendinblue. Pourquoi? Parce que je trouve que les scénarios d'automatisation sur Sendinblue sont un peu mieux faits et sont plus visuels. Donc, je trouve que c'est un peu plus intéressant. Une fois qu'on a les adresses mail, est-ce qu'il faut ensuite demander l'autorisation d'utilisation? Normalement, oui. Normalement, vous devriez collecter, quand vous collectez les adresses email, il faut que la personne consente à vous donner l'adresse email et consente à être recontactée. Donc, pour ce faire, admettons, la personne vient en magasin, vous devez à chaque fois demander si elle souhaite être recontactée. Même si vous souhaitez, normalement, ça ne se fait pas beaucoup en magasin, si on demande des informations personnelles pour la carte de fidélité, par exemple, et que vous souhaitez envoyer des emails avec les personnes qui ont renseigné leurs informations, normalement, vous devez absolument demander si elles veulent être recontactées, si vous souhaitez, si vous pensez que vous allez les recontacter par email, téléphone ou autre. Donc oui, normalement, vous devez absolument demander au moment de la collecte les infos, si elles acceptent d'être recontactées. C'est aussi pour ça qu'on appelle le cookie consent. Et quand il y a un formulaire, normalement, il doit tout le temps y avoir une case à cocher qui est justement j'accepte les conditions. Si vous voulez, on en a mis en place récemment avec inscription newsletter ici. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis justement j'accepte de recevoir vos emails
et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mention légale. Donc là, je peux cliquer dessus et je dois absolument cocher la case pour pouvoir mettre en place, m'inscrire dans la base de données et donc m'inscrire et remplir le formulaire. Je vais vous montrer justement comment ça marche. Hop, voilà. On va aller directement sur Sendinblue. Donc, Sendinblue, c'est la solution gratuite du coup qui vous permet de gérer des emails. Hop. Donc là, hop, je vais directement aller dans l'accueil. Vous allez arriver sur un accueil qui est comme ça. Donc, comment ça fonctionne Sendinblue? Il faut savoir en fait qu'il y a plusieurs types de sections, on va dire. On va avoir 4 grandes sections ici. On va avoir la section des campagnes, on va avoir la section de l'automation, on va avoir la section du transactionnel et on va avoir la section des contacts. Donc, tout simplement, la section des contacts, on va d'abord aller sur celle-là. Et en fait, c'est tout simplement là où vous avez les listes de contacts que vous avez. Donc là, ça, c'est des listes de contacts. Hop. C'est là où vous allez pouvoir en fait gérer vos utilisateurs. Vous allez pouvoir importer des listes. Je vais vous montrer comment ici. Hop. Je vais aller dans liste. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mes contacts, tous mes contacts ici. Là, j'ai mes listes. Là, j'ai mes formulaires. Et là, j'ai les paramètres de contact. Donc là, on a plusieurs sections en fait à l'intérieur de cette grande section. On a plusieurs sections à l'intérieur de transactionnel. On a plusieurs sections à l'intérieur d'automation et on a plusieurs sections à l'intérieur de campagne, en gros. Donc, d'abord, le premier truc que vous allez devoir faire, si vous ne collectez pas d'informations en ligne, que vous les collectez un peu à la main, comme ici, vous allez pouvoir en fait importer une liste directement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire créer une nouvelle liste, ici. On va faire ma liste de tests, ici. Voilà, donc là, je suis dans ma liste de tests. Je peux voir sinon tous les contacts ici, ou sinon, je peux sélectionner ma liste de tests. Voilà. Comme ça que je bascule là. Je peux sélectionner hop, ma liste comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mes contacts. Donc, je vais faire importer des contacts ici. Je peux ajouter un contact. Ajouter un contact, en fait, c'est l'ajouter à la main. Mais pour le coup, là, c'est assez lourd, c'est assez chronophage. Donc, je vous déconseille d'utiliser ça. C'est pas forcément la méthode la plus facile. Moi, je vous conseille d'utiliser plutôt un fichier Excel, éventuellement, si vous n'avez pas de collecte d'informations sur le site, et de remplir ça à la main. C'est plus facile. Et derrière, en plus, vous pouvez ajouter des colonnes pour visualiser vos différents points ici. Hop, alors je vais ajouter des variantes, sinon il ne va pas me les prendre en compte. Hop, non. Hop, voilà. Hop, je vais supprimer cette ligne. Hop, supprimer la ligne. Hop, voilà. Là, je vais supprimer tout ça. Voilà, donc là, admettons, j'ai 2 contacts dans mon fichier email. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais importer des contacts. On va dire qu'on a 200 contacts, peut-être. Et là, vous allez voir plusieurs possibilités pour importer vos contacts. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? On peut télécharger un fichier CSV, XLSX ou TXT sur votre ordinateur. Alors, un fichier XLSX, c'est un fichier Excel, tout simplement. Un fichier CSV, c'est un fichier un peu à la même image qu'Excel, sauf qu'à la place d'avoir des colonnes, ça sera séparé par des virgules ou des points-virgules. Ça dépend des CSV. Et sinon, on peut carrément copier-coller les contacts d'un classeur Excel existant. Donc là, c'est encore plus facile. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est utiliser cette fonctionnalité. Dès que vous avez un classeur, vous pouvez copier-coller n'importe quel classeur. Donc là, ici, je vais sélectionner cette option. Je vais aller sur mon fichier client. Hop. Là, je vais plutôt faire du texte. Texte brut. Hop. Non. Si tu penses que ça va marcher comme ça. Voilà. Attention, il est mieux le mettre en texte brut, sinon ça enlève le 0 du 0,6 par exemple. Hop. Et du coup, ici, je vais faire copier. J'ai copié toute ma section ici. Et ici, je vais faire clic droit, coller. Hop. Vous voyez, ça a récupéré tout d'une manière un peu bizarre, mais dans tous les cas, ça, il n'y a pas de souci. C'est pas grave si c'est pas aligné ou quoi.
Vous en faites pas, ça le prend bien. Si votre fichier il est bien fait comme ça le prendra bien dans Sendinblue, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire vérifier les données, justement. Hop. Et vous voyez que là, ça reprend totalement nom, prénom, email, téléphone. Donc ça, très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire confirmer les données. Hop. Et ici, vous allez voir que vous allez avoir des mappings à faire. Donc le mapping, ça va être en fait de matcher, de faire correspondre vos champs ici, votre champ de nom, votre champ de prénom, email et téléphone, à des champs de Sendinblue pour qu'ils comprennent en fait quel attribut c'est. Pour qu'ils comprennent que ça, c'est bien le numéro de téléphone ici. Pour qu'ils comprennent que ça, c'est bien l'email. Et en fait, il va déjà vous faire des suggestions. Donc là, en tête du fichier, non, attribut de contact, non. Donc ça, c'est fait. Ici, prénom, donc ça c'est fait. Ici, email, c'est détecté aussi, parce que ça vous propose le champ email. Et ici, ça va vous faire SMS, donc ça l'a déjà détecté. Si jamais vous avez des champs un peu particuliers, voilà, vous avez le choix ici, mais dans tous les cas, c'est assez simple. En général, on n'a pas besoin de beaucoup plus d'informations. On n'a pas besoin de collecter peut-être la date de naissance. N'hésitez pas à demander pas forcément trop d'informations, parce que ça peut être pénible pour vos clients d'avoir justement trop de données à transmettre qui ne sont pas forcément nécessaires. Il n'y a pas besoin de savoir le signe astrologique, la date de naissance, des choses comme ça. C'est peut-être un peu trop personnel et on n'a pas forcément besoin de les avoir pour avoir un contact qualifié. Nous, ce qui nous importe, on va dire, c'est d'avoir au moins un moyen de contacter les gens, que ce soit un numéro de téléphone, un email, les deux peut-être, si jamais vous n'êtes vraiment pas obligé. Moi, en général, ce que je conseille, c'est plutôt d'avoir, ça dépend comment on s'adresse à ces utilisateurs. Vous allez voir qu'en fait, on va pouvoir envoyer un email à la personne en mettant dynamiquement son prénom ou son nom. Donc, si vous avez l'habitude de contacter les gens via un email avec leur nom, par exemple, bonjour monsieur Dupont, par exemple, ou sinon carrément le prénom. Donc là, c'est bonjour Véronique, par exemple. Ce que du coup vous pouvez faire, c'est collecter pas beaucoup d'informations. Tant que vous avez l'email, on va dire, pour contacter les gens, ça suffit. Moi, j'ai envie de dire que ça suffit. Donc voilà. Donc là, notre mapping, il est bon. Ça me met en rouge juste sélectionner un code pays. Donc là, on va le sélectionner. Hop, hop, FR. Voilà, France, plus 33. Ça va ajouter le plus 33 automatiquement au numéro de téléphone que vous avez renseigné. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais confirmer le mapping. Voilà. Donc là, je n'ai pas totalement validé. Là, j'ai eu les premières étapes, importer. J'ai la deuxième étape, le mapping. Et derrière, sélectionner une liste. Donc là, en fait, c'est dans la liste de test. Si vous voulez importer les contacts dans plusieurs listes à la fois, c'est ici. Vous avez déjà vos deux listes, en fait, toutes vos listes qui vont apparaître ici. Donc, si jamais vous voulez séparer des personnes ou si vous voulez synchroniser des contacts, vous pouvez sélectionner plusieurs listes à chaque fois. Moi, je vais conserver uniquement ma liste de test et je vais faire confirmer votre liste. Derrière, finaliser votre import. Gestion des contacts, mettre à jour les attributs des contacts existants. OK. En général, par défaut, on peut le faire comme ça. Si jamais, vous pouvez aussi certifier que les nouveaux contacts importés remplissent bien ces conditions. Mes contacts ont explicitement donné leur accord pour recevoir des campagnes email, newsletter ou SMS de ma part au cours des 2 dernières années ou ont été sollicités ces 2 dernières années. Ces contacts n'ont pas été récupérés d'un tiers, donc ça, attention, vous ne pouvez pas acheter un fichier client, par exemple, et importer les contacts dans Sendinblue. Donc ça, il faut le certifier auprès de Sendinblue. Derrière, ces contacts n'ont pas été achetés ou loués. Donc voilà. Donc là, je coche cette case et je fais confirmer votre import. Donc là, ça va mouliner un peu. Voilà, nos contacts sont ajoutés. Donc ça, c'est la première étape, on va dire. C'est, voilà, là, ça m'affiche la validation. Donc là, j'ai bien ma liste de tests qui a été créée, mes emails. Donc là, déjà, tout est bon pour ça. Du coup, je vais vous montrer, il me semble, aussi avec Mailchimp. Voilà, je ne vais pas rentrer dans l'outil Mailchimp pour le coup, mais voilà, on va pouvoir le faire directement sur Mailchimp aussi, de la même manière, d'importer les contacts en copier-coller ou sinon télécharger un fichier. Et même si vous téléchargez un fichier sur Sendinblue, vous allez pouvoir faire le mapping
Et donc, c'est ça qui est important, en fait, c'est pour que Sendinblue ou Mailchimp reconnaissent les champs que vous avez renseignés, donc qui reconnaissent l'email, le nom, le prénom, éventuellement le numéro de téléphone. Donc, voilà. Hop. Du coup, comment on fait pour le faire automatiquement ça? Comment on fait pour que les gens rentrent automatiquement dans cette liste-là, sans que j'ai à le faire à la main dès que j'ajoute un fichier client, ça peut être long. En fait, pour ça, il va falloir avoir un site internet, principalement, obligatoirement, hein. On peut le faire différemment, mais moi, je vous conseille vraiment d'avoir au moins un site internet, c'est le minimum. Et en fait, on peut créer un formulaire qui, lors du remplissage, remplisse automatiquement et envoie l'information de la personne sur ma liste en question. Donc ça, je vais vous montrer comment faire aussi sur Sendinblue. Sur Sendinblue, en fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai une section formulaire ici qui va me permettre de rédiger un formulaire, de le partager sur les réseaux sociaux, de le partager directement ou de l'intégrer à mon site internet. Et ça, en fait, une fois que je l'ai intégré, que je l'ai bien paramétré, ça va agréger automatiquement les données ici. Hop. Donc là, je vais faire un nouveau formulaire. Le nom du formulaire. Donc là, ici, je fais un formulaire de test, mais bien sûr, vous pouvez le nommer newsletter, par exemple, si vous voulez envoyer des newsletters. Hop. Si vous voulez envoyer un livre blanc, et donc collecter des informations pour le livre blanc. Donc là, si vous voulez envoyer le guide de cuisine. En fait, voilà, vous pouvez le nommer comme vous voulez par rapport à ce que vous voulez proposer grâce à ce formulaire. Donc là, moi, je vais le nommer test. Hop. Activer les champs RGPD. Donc ça, pour le coup, il vaut mieux le cocher. C'est pour que la personne, en fait, elle consente à recevoir des emails de votre part. Hop. Alors, là, ça me fait un template, on va dire, ça me fait un formulaire de base qui est classique, on va dire. Ça me fait un titre de formulaire, un sous-titre et un champ. Et la case à cocher, j'accepte de recevoir vos emails et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mention légale. Derrière, nous utilisons Sendinblue en tant que plateforme marketing. Donc là, je peux effacer ce champ-là. Nous, ce qui nous importe, c'est vraiment la case à cocher pour que la personne accepte. Désormais, de toute façon, c'est quelque chose qu'on est habitué à faire en tant qu'utilisateur d'Internet et de site Internet. On a l'habitude de cocher ce genre de cases, donc ça pose pas de problème, je pense, pour les gens. Et si jamais ils veulent pas le faire, ils le font pas. Et c'est tout à fait normal. Donc ce champ-là, par contre, il n'est pas obligatoire, donc on peut l'effacer. Derrière, du coup, je vais nommer mon formulaire. Admettons, ça sera une recette de cuisine par mois dans votre boîte mail. Admettons, on est un restaurant, on peut faire ça. On peut faire quelque chose, on peut mettre un petit emoji si vous voulez, voilà. Le sous-titre. Moi, j'aime bien avoir des formulaires qui soient assez légers, pour le coup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le sous-titre. Si jamais, vous pouvez toujours le rajouter. Hop. Derrière, du coup, on va avoir un formulaire assez léger. Moi, ce que je veux aussi, c'est que j'aimerais bien avoir le prénom. Donc ici, en fait, on a un éditeur avec plusieurs blocs, en fait. Donc, on va pouvoir ajouter des blocs. Ici, on va pouvoir ajouter un bloc de titre, un bloc de texte, une image, un séparateur, un attribut, une description multiliste, un choix unique, déclaration RGPD ou choix multiple. Donc là, en fait, ce qu'on va pouvoir faire déjà, c'est d'ajouter un attribut ici. Hop. Et donc ici, vous voyez qu'un attribut, en fait, c'est l'information que vous allez collecter, l'attribut. Et donc ici, vous allez avoir ici par défaut SMS et vous allez pouvoir justement sélectionner les champs qui sont en rapport avec votre liste. Donc là, ça pourrait être un nom, ça pourrait être un prénom, ça pourrait être un numéro de téléphone et l'email, on l'a déjà en dessous. Donc là, au niveau de ce champ-là, moi je vous invite d'abord peut-être à faire le prénom, ensuite éventuellement à faire l'email. Moi en général je fais que ça et ça me suffit pour envoyer un email. J'ai besoin d'un prénom et d'un email pour pouvoir envoyer des emails de façon assez qualitative. Si vous voulez plus d'infos, vous ajoutez un nouvel attribut avec le numéro de téléphone, avec le nom, etc. etc. Derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir en fait cocher ou décocher des cases. Ici, champ requis, ça veut dire en fait que le champ est obligatoire ou pas. Ça ajoute une astérisque. Si la personne ne remplit pas ce champ et qu'il est requis, ça fera une erreur et ça n'enverra pas le formulaire. Donc on peut obliger les gens à le faire.
Donc là, je demande que 2 informations, mais j'en ai besoin pour pouvoir personnaliser mes emails et avoir les bonnes informations. Donc, ça sera des champs obligatoires pour les deux. Si jamais vous voulez ajouter peut-être un code postal, des choses comme ça, vous pouvez éventuellement le mettre en facultatif et donc ça fera l'astérisque quand même. Derrière, si on masque le nom du label, on peut faire comme ça pour avoir vraiment un formulaire léger. On peut aussi enlever le texte d'aide. Comme ça fait vraiment des formulaires qui sont très légers. Si je clique sur email, pareil, je peux enlever le nom du label et le texte d'aide. Donc là, je peux vraiment faire quelque chose. Ici, pareil, là, j'ai un texte d'aide. Je peux enlever le texte d'aide. Par contre, ça, c'est un champ requis. Donc là, attention, il faut que ce soit un champ requis. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a un formulaire très léger. Vous pouvez bien sûr ajouter d'autres éléments. On va pouvoir ajouter plusieurs lignes pour la taille du champ. Bien sûr, si vous voulez renseigner le nom du label, c'est possible aussi de l'ajouter comme ça. Voilà. Derrière, du coup, une fois qu'on a paramétré ça, on va pouvoir aussi modifier l'apparence. Donc là, c'est la couleur du texte, le titre du texte, bien sûr, toute la partie de style qu'on va pouvoir gérer tout à fait, mettre une image d'arrière-plan, ou sinon changer la couleur. Enfin voilà, on va pouvoir faire quelque chose d'un peu plus personnalisé. On va pouvoir personnaliser le bouton, etc., etc. Voilà. Par exemple, on va faire ça comme ça. Alors, est-ce que j'ai des questions? Oui, bien sûr, ça marche pour des promotions, hein, vous pouvez le faire pour des promotions, pas de souci. Je vais vous montrer comment après. Donc là, OK, on va dire que mon formulaire il est paramétré, je vais faire suivant. Hop. Du coup, ici, ça va me dire justement, vous devez choisir au moins une liste, mais vous pouvez en choisir plusieurs. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est dans quelle liste les gens qui renseignent ces informations vont être ajoutés. Là, admettons, je vais sélectionner ma liste de tests ici. Je vais faire suivant. Derrière, confirmation. Donc là, ça va être, est-ce que les gens reçoivent un email de confirmation? Donc là, il y a 2 possibilités. On va avoir un email de double confirmation. L'email de double confirmation, ça veut dire qu'en fait, dès que les gens remplissent ça, ils reçoivent un email, comme quoi il faut cliquer sur un bouton pour accepter de s'inscrire dans la liste. Un email automatique de send in blue. Vous ne pourrez pas paramétrer cet email. Moi, je ne vous conseille pas forcément de faire ça. C'est un peu lourd comme double confirmation. Ça peut être un email de confirmation simple ou sinon aucun email de confirmation. C'est possible aussi. C'est possible aussi, il n'y a pas de souci, c'est pas obligatoire d'avoir un email de confirmation. Hop. Derrière, ça c'est les messages qui s'afficheront une fois que la personne remplit. C'est des petits messages qui s'afficheront, par défaut c'est mieux fait, votre inscription est confirmée, vous pouvez les personnaliser. Suivant. Et derrière, c'est le partage. Donc là, le partage, on peut le faire sous plusieurs formes. On a un lien de partage, donc si on n'a pas de site internet, on peut toujours quand même le faire comme ça. Donc les gens, en fait, ils peuvent y accéder de n'importe où. Si je vous le mets ici, vous allez pouvoir le remplir. Oula, d'ailleurs, ça a fait une erreur peut-être du lien. Comment ça se fait ça? Ah non, ça marche pas. Je pense pas que ça marche. Non. Hop. Bon, dans tous les cas, voilà, là, le code n'est pas bien écrit. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt de l'intégrer sur le site. Donc ça, c'est une balise à copier-coller, que vous pouvez copier-coller sur un site, et ça va afficher le formulaire. Donc ici, je vais vous faire ça en live, si vous voulez. Hop. Hop, je vais le faire sur mon site. J'ai une page de formulaire. Hop. Hop, ici, je copie ça. J'ai une page de formulaire ici. Hop. Donc là, ici, je vais effacer ça. Hop. Voilà. Donc là, je suis sur mon formulaire classique. Et ici, en fait, si j'ajoute du HTML,
une section HTML brute, comme ça. Donc là, c'est une section avec du code. Je copie cette balise-là avec plein de code ici. Je la mets ici. Et donc, en fait, ça va l'afficher. Donc là, bien sûr, il faut que je règle un peu la hauteur, etc. Mais bon, voilà. Hauteur, hop. Non, c'est pas ça, ça va être la hauteur de ça plutôt. Hop. Donc voilà, là j'ai mon formulaire qui est intégré. Donc voilà, c'est juste du copier-coller en soi pour l'intégrer sur le site. Hop. Admettons, je vais personnaliser ça. Hop. Hop. Ah oui, j'ai pas personnalisé ça. Hop, je vais modifier ça dans mon formulaire ici. Hop. Ok, là il y a un truc à modifier, c'est la hauteur en fait. Bon, ça c'est pas obligatoire, hein. Si vous voulez, là je trouve que le scroll c'est pas top. Donc en fait, on peut changer la hauteur ici, c'est 8 tout simplement. Et ici, si j'ajoute par exemple 600, hop, voilà. Normalement, ça devrait le faire. Voilà. Donc là, si je mets à jour, hop, je regarde la page. Donc là, c'est une page vierge, bien sûr. Si je vous partage ce lien dans le chat, et tout simplement qu'on remplit ici les informations, test, gmail.com par exemple, je coche la case. Si je coche pas la case, ça ne marchera pas. Vous devez renseigner ce champ. Donc là, je coche la case et j'envoie. Votre réception est confirmée. Donc là, si je fais terminer ici, que je vais dans liste, que je rentre dans la liste de tests, on voit bien que ça fonctionne. Et là, j'ai le nom, j'ai le prénom et l'email. Voilà. Ben, sur PrestaShop, il doit y avoir un éditeur. Là, je l'ai fait sur WordPress, mais sur PrestaShop, demandez sur votre développeur. C'est juste intégrer en fait du code HTML sur une page. Donc après, ça peut être sur une page contact, sur une nouvelle page que vous créez aussi. Ça peut être une page dédiée. Il y a plein de possibilités pour ça. Donc là, on a notre test qui fonctionne très bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'email qu'on va envoyer. Donc ça, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, sinon on va être juste niveau timing. Mais en gros, voilà. On peut créer des templates. Donc dans campagne template, on peut créer en fait un template, c'est-à-dire un template d'email. C'est une coquille d'email qui sera envoyée. Donc pour ça, en fait, ça va tout simplement être de nommer ça. Donc là, on peut le nommer comme on veut, c'est pour nous ça. L'objet ici, ça va être l'objet du mail qui va être envoyé automatiquement. Donc par exemple, votre livre de recettes comme prévu. On peut mettre éventuellement un emoji. Ça augmente le taux de lecture, le taux d'ouverture des emails, généralement, d'afficher des emojis. Donc ça, je vous le conseille. Admettons, voilà, je vais en mettre un au pif. Voilà. Attention aux mots que vous employez dans les emails. Pour ça, vous avez une liste de 83 mots-clés qui vont potentiellement vous envoyer dans les spams des utilisateurs. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Vous avez la liste ici. Je vous la mets dans le chat. C'est une liste justement qu'il ne faut pas utiliser. Donc c'est des mots comme gratuit, comme légal, comme aider, amour, bravo, santé, chance, des choses comme ça. Vous n'avez pas le droit d'utiliser ces mots-clés. Enfin, si vous les utilisez, vous avez plus de chances d'atterrir dans les spams. Donc je vous invite à regarder bien en détail cette liste pour ne pas utiliser les mots-clés. Ça marche pas le lien? Moi, normalement, je l'ai. Je viens de cliquer dessus, ça marche. Donc, essayer de réessayer peut-être. Donc, ouais, attention à ça, utilisez bien les bons mots pour. Donc là, c'est aider, argent, augmenter, certificat, diplôme, doublé, etc. etc. Donc voilà. Hop.
Donc là, je fais mon objet d'email. Pour booster les taux d'ouverture, c'est vraiment l'objet d'email qu'il faut soigner, vraiment. C'est quelque chose de très, très important. Le texte d'aperçu, vous avez un détail dans tous les cas. Là, vous avez écrivez un texte tout court, environ 35 caractères, qui donne un aperçu complet du contenu de votre email. Donc ça aussi, c'est quelque chose de hyper important. Hop. Donc voilà, l'email de l'expéditeur. Donc ici, je sélectionne par exemple mon expéditeur. Je l'ai déjà paramétré dans mes réglages, mais ça, vous le verrez, c'est quand vous créez votre compte, c'est assez simple d'utilisation. Hop, je vais dans la prochaine étape. Et ici, j'ai la possibilité de le faire en sous plusieurs formes. Je peux le faire en éditeur drag and drop, en éditeur de texte enrichi ou en code HTML directement. Moi, je vais vous proposer celui-là plutôt. Ce sera plus simple. Et vous allez arriver sur un éditeur avec un éditeur d'email classique. Si on fait retour, ici, il y a en fait des éléments qu'on n'a pas vus, forcément. Le lien d'envoi vers le test d'email là. Pouvez-vous remettre le lien des mots à ne pas utiliser, s'il vous plaît? Ouais, je vous remets de suite. Il y a une section en fait qui est galerie de templates qui va vous permettre de proposer directement des templates d'email que vous pouvez réutiliser et personnaliser avec vos images, vos textes, etc. etc. Admettons là, voilà, c'est plutôt pour la nouvelle année. Hop, je peux sélectionner par exemple e-commerce ici. Voilà, je peux sélectionner des catégories, lead generation, etc. etc. Donc là, je clique dessus, ça me sélectionne le template en question. Donc, voilà. Comment ça fonctionne ici? Vous avez par exemple dire contact name. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est une variable dynamique. Donc, ça, c'est intéressant à mettre en place. Attention, on est sur Sendinblue en français, du coup, on met ça en français. Si on a collecté le nom, là, entre autres, on a utilisé le prénom. Donc, ce qu'on va faire, c'est mettre le prénom ici. Et en fait, dynamiquement, ça va récupérer le prénom de la personne. Donc là, je ne vais pas modifier le texte, je vais faire enregistrer et quitter pour être assez rapide. Donc là, on va dire que je fais mon mail de façon assez simple. J'enregistre et je quitte. Et derrière, on va aller, donc là, je vais faire enregistrer et activer. Hop, voilà. Voilà. Donc là, je pense que mon email est activé. Donc si je retourne dans campagne templates, ici, voilà, mon email de test est actif. Dans Automation, ici, je vais pouvoir créer un scénario. Donc là, vous voyez que j'ai déjà des scénarios qui tournent. En gros, ici, si je fais créer un scénario, et là, je vais pouvoir faire, par exemple, hop, ici, ça va être message de bienvenue. Et donc là, je vais faire créer, et ça va me faire un scénario. Donc là, le message de scénario, c'est démarrer ce scénario lorsqu'un contact est ajouté à une liste. Donc là, je sélectionne ma liste, c'est bien ma liste de test. Je fais suivant ici. Les contacts attendront tant de minutes avant de recevoir un email. Alors, j'ai une question, si tous les contacts n'ont pas forcément le prénom, que fait-il pour ceux qui n'en ont pas? Ben, en fait, on peut obliger la personne à renseigner le prénom dans le formulaire. Donc, ça peut être un champ obligatoire. Si la personne ne le renseigne pas, le formulaire n'est pas envoyé. Donc, comme ça, au moins, ça assure le coup. Les contacts attendront, admettons, 0 minute ou 1 minute éventuellement. Et je vais faire suivant. Message de bienvenue, ça va aller piocher en fait dans nos templates, ici qu'on a créé précédemment. Là, ça va être test. Je vais envoyer une copie cachée de cet email si jamais, mais si vous avez beaucoup de gens qui remplissent le formulaire, vous allez recevoir beaucoup de copies. Moi, je coche pas ça. Planification d'envoi si jamais. Et derrière, ça va être utiliser les données des événements pour personnaliser les emails. Donc ça, par défaut, on laisse comme ça. Finir. Donc là, il est prêt. On va pouvoir faire activer le scénario. Et donc là, je vais vous montrer rapidement comment on le fait. Hop, je vais actualiser cette page. Hop, donc là, mon scénario, il est actif. Derrière, je vais faire Hello. Et là, je vais mettre vincent@transfonumérique.fr. Je vais mettre un vrai email. J'accepte de recevoir. Je m'inscris. Et donc ici, en fait, si je vérifie mes emails, je devrais recevoir l'email de confirmation avec mon template.
Hop. Je vais faire envoyer, recevoir. Hop. Donc là, je vais vérifier déjà. Je peux aller dans le log. Ah, je suis peut-être bloqué aujourd'hui. Non, c'est bon. Voilà. Si je vais dans le log ici, vous voyez que ça m'affiche l'historique des envois. Et donc là, on retrouve un contact est ajouté à la liste, point de départ 1, message de bienvenue. Derrière, message de bienvenue, étape 2, est entré dans le processus, attendre une minute. Ok, c'est parce que j'ai mis une minute, je pensais avoir mis 0. Donc en fait, dans une minute, je vais recevoir un email. Donc là, c'est bien renseigné, j'ai bien les bonnes infos. Si je vais dans contact ici et dans ma liste, dans mon test, je suis bien renseigné ici. J'ai bien renseigné Hello et Vincent à Transfo numérique. Donc voilà un peu sur la partie emailing. C'est un peu rapide, je sais, en 2 heures, c'est assez court, mais n'hésitez pas à revisionner live si jamais vous avez des questions. Hop. Et donc ici, je retrouve bien l'email que je viens de recevoir. Ici, votre livre de hausse, comme prévu. Donc là, dire hello, donc c'est mon prénom qui est dynamiquement affiché grâce à la variable. Donc ça, c'est assez cool pour le coup. Donc voilà, un petit scénario en 1 heure, on va dire, pour vous montrer que ça marche bien. Maintenant, je vais enchaîner directement sur la partie publicitaire. Hop. Alors, est-ce que déjà vous avez des questions sur ça ou pas? Non, les fiches, vous les aurez à la fin de cet atelier. Et dans tous les cas, il y a une fiche sur Sendinblue et une fiche sur la publicité sur Facebook et une fiche sur la publicité Google. Voilà. Donc voilà un peu sur la partie automatisation, rapidement sur la partie emailing. Donc là, je vais rentrer directement dans la solution publicitaire de Google pour vous présenter rapidement comment créer sa première campagne sur Google. Donc, faut savoir que Google, en fait, il y a beaucoup de solutions publicitaires. En fait, Google, c'est beaucoup de choses sur la partie Google Publicité. C'est la partie Google Ads, en fait. Vous allez avoir plein d'outils, en fait, qui sont à disposition. Vous allez avoir Google Ads Express, vous allez avoir Google Ads classique, vous allez avoir Ads Editor. Donc ça, c'est 3 outils, en fait, qui vous permettent de créer de la publicité. Nous, on va se focaliser sur Google Ads Express, récemment renommé les campagnes dynamiques de Google, donc les campagnes intelligentes. Et derrière, vous allez pouvoir justement créer plusieurs types de campagnes. Donc là, il va y avoir des campagnes de notoriété, des campagnes de performance, des campagnes de remarketing. Je vais vous montrer un peu tout ça rapidement, mais nous, on va se focaliser sur le réseau de recherche Google. Il faut savoir que sur une structure de compte, de manière générale, c'est comme ça qu'il faut le structurer en fait. Dans un compte Google Ads, vous allez avoir justement à l'intérieur d'un compte plusieurs campagnes, éventuellement, en fonction de chaque objectif. Vous allez paramétrer à l'intérieur de chaque campagne le type de campagne que vous allez sélectionner, que vous allez souhaiter faire. Il faut savoir qu'on peut faire plein de types de campagnes sur Google. On va pouvoir faire des campagnes sur YouTube, sur le réseau display, sur le réseau de recherche, sur le moteur de recherche, c'est le plus connu, et aussi sur le moteur de recherche avec Google Shopping. Donc on peut faire plein de types de campagnes sur Google. Du coup, on va même pouvoir faire des campagnes sur YouTube, donc c'est pas que sur le moteur de recherche. Derrière, vous allez pouvoir du coup faire plein de types de campagnes. Nous, on va se focaliser sur une campagne en particulier. Donc pour ça, je vous ai mis un exemple ici de structure de compte publicitaire avec un fleuriste en fait, qui ferait des campagnes publicitaires à destination de la vente de roses ou de tulipes. Et donc en fait, il y aurait une campagne, comme on le voit à gauche et à droite, une campagne pour les roses, une campagne pour les tulipes. Et en fait, à l'intérieur de ces campagnes, on va pouvoir sélectionner des mots-clés, sélectionner des objectifs. Et à l'intérieur de chaque campagne, en fait, il va y avoir des groupes d'annonces, comme on le voit en dessous ici. On va avoir le groupe d'annonces numéro 1, le groupe d'annonces numéro 2. Et à l'intérieur de ça, on va avoir des mots-clés et des annonces. Donc, comment ça se passe au niveau du paramétrage de ces groupes d'annonces? C'est qu'à l'intérieur de chaque groupe d'annonces, on va avoir le choix des mots-clés. Par exemple, on a un groupe d'annonces sur les roses rouges. Donc, je vais sélectionner, par exemple, des mots-clés comme rose rouge, achat, rose, etc. Et en face de ça, je vais mettre des annonces qui correspondent. Donc ça, c'est la structure d'un compte pour de la
campagne classique, on va dire, pour la campagne sur le moteur de recherche. Moi, je vais vous montrer directement dans l'outil comment créer sa première campagne simplement. Et c'est vraiment accessible à tous, pour le coup. Hop. Alors, du coup, je vais sur la plateforme Google Ads. Je vais faire ça avec une boutique de test plutôt. Hop. Oui, ça c'est de la publicité, donc c'est payant. Vous allez payer pour faire de la publicité. Il faut savoir que les campagnes que je vous présente sur Google, vous pouvez commencer avec des budgets qui commencent à 1 € par jour, je crois. Donc c'est des budgets assez accessibles. Pour le coup, c'est pas des milliers d'euros par mois. C'est pas forcément obligatoire. Donc voilà, si vous mettez 1 € par jour, ça fait 30 € par mois. Donc c'est assez léger. Pour le coup, je pense que ça peut être accessible à tous en fonction du budget que vous souhaitez allouer. Comment on va faire? On va faire une création de campagne. Donc, quand vous allez aller dans l'outil, vous n'aurez pas cette interface. Vous aurez en fait, hop, je vais vous montrer. Vous allez arriver sur l'outil. Je vais vous montrer comment. Sinon, ici, je vais faire commencer. Vous allez faire commencer ici. Et en fait, je vais faire. On va faire ça avec un autre email. Ah, j'ai des comptes aussi là-dessus. Hop. Hop. Je vais faire avec ça. Hop. Voilà, donc là, hop, voilà. Un nouveau compte. Donc voilà, vous allez arriver là-dessus, au même endroit que moi. Donc ici, c'est la première étape, c'est d'établir, on va dire, son objectif publicitaire. Je vous ai parlé de YouTube, je vous ai parlé de display, je vous ai parlé de publicité sur Gmail, tous les systèmes, on va dire, publicitaires qui existent. Si vous voulez avoir accès à toutes ces fonctionnalités, il va falloir activer le mode expert ici, en bas, en petit. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des campagnes intelligentes qui sont plus simples à paramétrer, qui sont plus facilement visionnables. Donc, en général, on va rester là-dessus. Mais si jamais vous avez déjà fait ce genre de campagne, vous pouvez activer le mode expert pour aller plus loin et faire des campagnes un peu plus avancées de type campagne vidéo, campagne shopping ou autre. Je vais rester sur le simple pour l'instant. Quel est son objectif? Donc, ça peut être recevoir plus d'appels. Si on fait, par exemple, du B2B, si on fait du service, ça peut être un objectif. Si on est plombier, par exemple, si on est serrurier, si on est assureur aussi, ça peut être un objectif que de recevoir plus d'appels. Si on est commerçant, on peut aussi avoir un objectif qui est générer plus de ventes ou d'inscriptions sur le site web. Là aussi, les inscriptions, ça va être plutôt le remplissage de formulaires, donc plutôt du service ou du B2B. Et ensuite, attirer plus de visiteurs dans votre établissement physique. Là, c'est plus adapté aux commerçants et donc là, c'est générer du trafic en magasin. L'avantage, en fait, c'est que Google est capable de mesurer ça. Par rapport à de la publicité traditionnelle où vous feriez de la pub sur des panneaux JC Deco ou autres, vous ne pourriez pas mesurer ces retours-là. L'avantage de cette solution-là, c'est qu'on peut savoir combien d'appels ont été passés, combien de personnes sont allées en magasin même. On peut savoir ça grâce à la géolocalisation. Les gens qui sont sur leur téléphone, qui vont cliquer sur l'annonce sur Google Maps, qui vont générer l'itinéraire et qui vont aller en magasin. Google est capable de le mesurer et de vous dire combien de personnes sont vraiment venues en magasin. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut parler de retour sur investissement. C'est ça un gros avantage par rapport à une campagne de flyer, par rapport à un panneau publicitaire dans la rue. On ne pourrait pas mesurer tout ça, alors que là, on peut vraiment le mesurer. C'est ça qui est intéressant. Donc, on va partir du principe que on veut générer du trafic dans son point de vente. Ici, on va pouvoir utiliser les informations d'un compte Google My Business. Donc, automatiquement, avec votre compte Google, en fait, ça va détecter vos fiches Google My Business. Donc, ça, c'est très bien. Pensez à le faire bien avec le bon compte Google. Comme ça, vous pourrez justement lier les informations et ça, on va voir que c'est quelque chose de très important. Bon, là, je ne vais pas le faire pour le coup sur cet exemple-là, mais vous, sinon, quoique je vais le faire quand même. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer le paramétrage. Et ça va reprendre automatiquement les infos de votre fiche Google. C'est ça qui est super intéressant, c'est que vous pouvez faire de la publicité qui met en avant
votre fiche Google My Business. Je peux vous montrer un exemple avec un pro qu'on accompagne sur cette thématique-là. C'est magasin de meubles en tech à Bordeaux. Hop. Et quand je vais voir ici sur la carte, vous voyez que là, ça me l'affiche en annonce. Ici. Ça m'affiche aussi un pins vert par rapport à mes concurrents qui ont des pins rouges. Donc ça peut mettre en avant quand même pas mal de choses. Donc là, je suis référencé, je suis déjà bien référencé, on va dire, sur l'établissement de manière naturelle, mais c'est bien de faire une annonce pour pouvoir justement couvrir d'autres termes génériques. Par exemple, si je fais un magasin de meubles à Bordeaux, là c'est plus concurrentiel, mais vous voyez que je ressors quand même ici. Alors que là, je suis en concurrence avec des meubles de tout type. Alors, ensuite, du coup, là, on va arriver. Oula, ça a un peu planté, je crois. Réactualiser la page. Voilà. Donc là, deux possibilités. Où est-ce qu'on va rediriger les utilisateurs? Les utilisateurs, en fait, vous allez pouvoir les rediriger vers uniquement le profil de votre établissement, donc votre fiche Google. Donc là, on peut afficher un aperçu, éventuellement. Voilà, donc là, c'est la fiche de mon père qui est jardinier. Du coup, voilà, là, j'ai l'aperçu de la fiche pour voir quelle fiche est liée, ou sinon, ça peut être votre site web. Donc là, moi, je vais sélectionner le profil établissement. Du coup. Vous avez l'aperçu sur mobile et sur ordinateur de votre fiche. Hop. Ici, vous allez pouvoir faire des annonces, justement. Donc là, ça va être votre première annonce rédigée pour justement faciliter la visibilité de votre activité. Donc là, par exemple, ça va être, là, c'est jardinier paysagiste. Hop. Ici, par exemple, ça pourrait être, hop, sur mesure, etc., etc. Donc là, vous renseignez l'annonce. Vous mettez aussi des descriptions. Le top, c'est d'optimiser, on va dire, les titres, d'aller au maximum, dans un maximum de caractères. Ne mettez pas juste, par exemple, accueil, ça ne veut rien dire. Ne mettez pas juste, si vous êtes juste, par exemple, Dreamtime, le nom de la boutique, essayez d'optimiser ça. Par exemple, ça pourrait être magasin de meubles. Voilà, paf, ça rentre pile sur 30 sur 30. Donc, essayez d'optimiser comme ça la longueur des caractères. C'est vraiment quelque chose d'important. Comment avoir un accompagnement avec Google? Est-ce payant? Ben là, du coup, je vous montre comment le faire de vous-même. Si jamais vous avez des questions pour un accompagnement sur cette partie-là, vous pouvez soit me contacter, soit demander à la CCI. Nous, c'est des accompagnements qu'on propose avec Transfo Numérique. Mais si jamais, demandez aussi à la CCI, il n'y a pas de souci. Je pense qu'ils ont aussi des contacts si jamais. Mais sachez que nous aussi, on le fait. Donc voilà, là, admettons, j'ai rédigé mon annonce. Ici, donc là, découvrez notre magasin de meubles à Bordeaux. Voilà, alors ça, c'est pas la description. Hop, ici. Remplissez bien tous les éléments ici. Là, je ne le fais pas par souci de temps, mais voilà. Remplissez bien tous ces éléments au maximum. Vous voyez que ça récupère automatiquement le numéro de téléphone de la fiche Google My Business. Affichez un bouton appel dans votre annonce. Donc là, ça fera un bouton comme ça, en aperçu. Donc ça, c'est très pratique. Et en plus de ça, quand vous allez recevoir l'appel provenant de l'annonce, il y a un robot Google qui va vous dire, avant d'avoir la communication, qui va vous dire cet appel provient des annonces Google. Donc ça, c'est super pratique pour savoir au moins qu'est-ce que ça vous apporte de faire de la pub sur Google. Donc ça, c'est très, très pratique. Ah, ok. Je vais renseigner comme ça pour ne pas être bloqué. Ajouter des mots-clés pour associer votre annonce à des recherches. Donc là, vous voyez ici, il y a un bouton nouveau thème de mots-clés. Et ici, hop. Donc là, admettons, je vais ajouter un thème de mots-clés. Ça va être meubles. Magasin de meubles, peut-être. De meubles de bureau, par exemple. Hop. Voilà. Et quand je sélectionne ce thème, justement, j'ai plein de suggestions. Donc là, j'ai location, meubles de bureau, livraison. Sélectionnez tout simplement
tous les mots-clés qui vous correspondent. Google ne fait pas d'accompagnement direct sur ça. Google, ils ne pourront pas vous accompagner directement, ils ont juste la solution publicitaire, on va dire. Mais après, les personnes ne vont pas vous accompagner sur la création de campagnes ou autre, pour le coup. Ce n'est pas des choses qu'ils font. Ils ont mis à disposition la solution, il y a un support téléphonique éventuellement, mais c'est plutôt pour régler des problèmes plutôt que vous lancer les campagnes. Ils ne le feront pas pour vous en tout cas. Du coup, là, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner les mots-clés qui vous intéressent. Hop. Vous pouvez, bien sûr, une fois que vous avez tout sélectionné, ceux-là, ils ne correspondent pas peut-être, vous pouvez ajouter un nouveau thème de mots-clés. Et là, vous pouvez rechercher, par exemple, meubles de jardin, par exemple. Voilà, ça y est aussi. D'ameublement d'extérieur. Et en fait, ça va vous ajouter d'autres suggestions de mots-clés. Donc là, vous sélectionnez tous ces mots-clés. Donc là, tous les mots-clés. Attention, là, ils vous le disent, pour des résultats optimaux, limitez le nombre de thèmes de mots-clés à entre 7 et 10. Donc là, il faut entre 7 et 10 mots-clés. Donc priorisez les actions, priorisez les mots-clés aussi. Faites les mots-clés qui définissent le mieux votre activité. N'hésitez pas à ajouter plusieurs thèmes pour voir un peu les thématiques qui peuvent vous intéresser. Donc là, hop, je vais supprimer pour être à 10. Voilà. La zone géographique. La zone géographique, c'est quelque chose de très important. Ça va faire automatiquement autour de votre ville, là où votre fiche Google est attachée. Vous pouvez le changer, bien sûr. Là, moi, c'est à Vic-Fezensac pour le coup. Mais ça peut être, par exemple, je peux de très précis, je peux aller jusqu'à 5 km. Donc c'est assez précis pour le coup. Et ça permet de cibler vraiment ces publicités et de les diffuser que dans un rayon géographique très précis. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça évite d'avoir besoin de beaucoup de budget. C'est pour ça qu'on peut partir avec des tout petits budgets de 1 à 2 euros par jour. Tout simplement parce qu'il y a une faible diffusion, parce qu'il y a un faible volume de recherche, parce que c'est très précis. Mais par contre, ce sera super qualifié. Donc c'est ça l'avantage et la force de Google. Hop. Donc là, voilà. J'ai des suggestions de budget par rapport aux mots-clés, par rapport à la zone géographique qui vont être ici. Donc là, c'est une suggestion à 6 euros, à 8 euros ou à 19 euros par jour. Je peux saisir mon propre budget et le minimum, il me semble que c'est 1 euro. 2 euros. Ok, c'est 2 euros par jour. C'est le budget max à 61 euros par mois. Du coup. Donc c'est assez léger. Pour tester de la publicité, c'est assez limité pour le coup. Selon nos estimations, vous enregistrerez entre 190 et 330 clics sur votre annonce par mois. Donc là, directement, vous avez les retours de ce que les gens vont faire. C'est-à-dire, c'est forcément pour un mois, c'est minimum un mois, vous voulez dire? Alors en fait, si vous voulez, vous pouvez la lancer pendant 10 jours et couper, hein, si jamais vous pouvez arrêter à tout moment. Je vais vous montrer comment ça marche. Hop. Donc là, j'ai le récap de tout ce que j'ai fait. Je vais faire suivant, ici. Donc là, il faut renseigner le nom, l'adresse, etc. Je ne sais pas si je peux passer cette étape. Ok, je ne sais pas si ça va marcher du coup. Hop. Non, il va falloir renseigner la carte bancaire. Mais en fait, une fois que vous aurez lancé la campagne, vous pourrez la mettre en pause directement. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble une campagne, hop, une campagne qui tourne de ce type-là. J'en ai une avec Dreamtime, justement. Alors, moi j'ai le mode expert activé, mais je lance quand même des campagnes intelligentes parce que c'est intéressant, ça coûte pas cher en termes de coût par interaction, c'est assez intéressant. Hop, voilà, c'est celle-là qui tourne déjà. Donc là, je peux vous montrer sur d'autres dates si vous voulez. On l'a fait tourner pour des petits budgets, des tout petits budgets. Je crois qu'on était à même pas 5 euros par jour. Hop. Voilà, sur le mois de septembre, j'ai dépensé 150 euros. J'ai eu 700 clics, j'ai eu 60 000 impressions, j'ai eu 280 actions sur la carte, c'est-à-dire des clics pour les itinéraires. Ensuite, j'ai le nombre d'appels vérifiés. Pour le coup, ce n'était pas notre objectif, c'était l'itinéraire en magasin pour que les gens aillent acheter en magasin. Derrière, nous,
On a le nombre de nouvelles visites générées par votre annonce, plus de 77%. La durée moyenne d'une visite de votre site web, donc là, 87 secondes, c'est énorme. Et le nombre de moyennes de pages vues. Derrière, j'ai les expressions de recherche, j'ai les zones géographiques. Là, on a augmenté le budget désormais parce que ça marchait bien, du coup. Mais en fait, la différence des prix, si vous dépensez 2 euros ou 19 euros, en fait, la portée et la quantité de vues sera limitée, en fait. Si les impressions, c'est le nombre de vues de la publicité, en fait. Pour faire simple, c'est ça. En gros, voilà comment ça fonctionne sur Google. Donc voilà, c'est un rapport assez simplifié. Vous pouvez gérer le budget, modifier votre annonce, etc. Donc ouais, ce qui va changer d'un budget de 19 euros à 2 euros par jour, en fait, c'est que vous allez faire beaucoup moins de volume de recherche. Google essaie d'optimiser votre budget pour diffuser sur la totalité du budget. Donc, c'est-à-dire que si vous avez 5 euros de budget par jour, vous dépenserez 5 euros par jour. Google essaie d'optimiser ça pour que ce soit tout diffusé, on va dire. Mais si par exemple, le volume de recherche pour le mot-clé magasin de meubles à Bordeaux, il est de 10 000 par jour, avec un budget de 2 euros, vous pourrez faire peut-être 1000 recherches par jour. Je dis un chiffre au pif. Avec 20 euros, vous pourrez faire peut-être 10 000 recherches par jour. Donc, en fait, vous n'allez pas diffuser sur toutes les recherches qui sont effectuées. Vous n'allez pas couvrir toutes les recherches avec un budget de 2 euros par jour, peut-être. Alors qu'avec 19, vous allez couvrir plus de volume et donc vous allez plus diffuser et potentiellement plus avoir de prospects. Et donc, dans tous les cas, l'avantage, en fait, c'est que plus on dépense, on va dire, sur un budget quotidien, plus les coûts par acquisition vont être faibles. C'est-à-dire le coût par vue de votre annonce, le coût par clic sur votre annonce, il sera de plus en plus faible à l'unité si vous dépensez 19 euros plutôt que si vous dépensez 2 euros aussi. Donc il y a des économies d'échelle, on va dire, qui sont effectuées si vous dépensez plus sur la plateforme. C'est pour ça que nous, par exemple, on a augmenté le budget parce que là, sur la période d'octobre, on a eu de super retours sur la campagne. Voilà. Là, on est à 900 clics pour 240 euros. C'est énorme. Enfin, on a 264 actions sur la carte. C'est-à-dire 200 personnes, enfin plus de 200 personnes qui ont cliqué sur itinéraire pour aller en magasin. Donc, sachant qu'en magasin, on peut le calculer, ça. Combien de personnes vont acheter en magasin? Admettons, c'est 1 sur 2 qui rentre dans un magasin, achète. Un chiffre au pif aussi. Derrière le panier moyen de ma boutique. Le panier moyen de ma boutique, il est à 1000 euros. Je vais faire un chiffre rond comme ça. Le panier moyen, il est à 1000 euros. Du coup, si j'ai 1 personne sur 2 qui achète et que j'ai 10 personnes par jour qui viennent, ça veut dire que j'ai 5 personnes qui vont avoir un panier moyen sur 10 de 1000 euros. Donc au final, je vais faire 5000 euros peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, tout se calcule comme ça, et ça, vous pouvez le chiffrer. Vous lancez sur un mois à 2 euros par jour, ça vous fait 60 euros dépensés. Combien de personnes vous ont rappelé? Combien de personnes sont allées en magasin? Vous pouvez directement mesurer les retours sur investissement et savoir si c'est rentable ou pas. Et derrière, si c'est rentable, peut-être réinjecter du budget. C'est ça qui est intéressant avec la publicité, c'est qu'on peut tout mesurer comme ça. On peut mesurer ses retours sur investissement. Donc voilà un peu pour la partie publicitaire sur Google. La partie publicitaire sur Facebook. Je vais le faire très très rapidement. On est court niveau délai. De toute façon, dans tous les cas, on aura les fiches récap, vous aurez le replay, donc pas de souci pour ça. Pour aller sur la publicité sur Facebook, on va taper Business Manager Facebook dans Google. Voilà, c'est ce lien ici. Ici, ça va détecter votre profil Facebook et ça va vous dire de créer une entreprise ici. Moi, j'en ai déjà plusieurs qui sont créées. Donc là, je vais en sélectionner une qui a déjà été créée, peut-être celle-ci, par exemple. Et ici, je vais arriver, donc là, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait la boutique et le gestionnaire des ventes sur la page Facebook. Donc en fait, si on clique sur les 3 petits points ici, on a un outil qui s'appelle gestionnaire de publicité. Voilà. Aucun compte pub à afficher, donc ça c'est normal, c'est parce qu'en fait, dans les paramètres de l'entreprise, vous n'avez pas encore créé le compte publicitaire. Et donc là, ça n'affiche aucun compte publicitaire. Ce que vous allez faire, c'est ajouter. Et donc là, vous avez plusieurs possibilités.
attention, si vous faites ajouter un compte publicitaire, ça veut dire en fait que vous avez déjà un compte publicitaire. Donc attention, on ne fait pas ça si on n'a pas de compte publicitaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire créer un compte publicitaire ici. Je ne vais pas le faire moi, pour le coup, je vais sélectionner un compte publicitaire que j'ai déjà actif. Ce sera plus pratique. Ce que je vais faire, c'est que je vais même sélectionner, Dreamtime. Non, hop. C'est pas le bon. Attention, si vous utilisez des ad blockers, ça risque de bloquer les solutions publicitaires. Hop, voilà. Hop. Donc voilà, là j'arrive sur mon gestionnaire de publicité. Là, bien sûr, ça sera vide pour vous. Et ce qu'on va pouvoir faire, en fait, c'est qu'on va pouvoir créer une campagne. Je vais vous parler que d'un seul type de campagne sur Facebook, comme je vous ai fait sur Google. Je vous ai sélectionné la méthode la plus simple, on va dire, pour générer du trafic, générer des interactions et tout simplement engager plus de clients à suivre les publications que vous faites sur votre page. Pour ça, bien sûr, il faut être actif sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous référer aux ateliers 1 et 2. J'ai parlé de plein de bonnes pratiques pour ceux qui n'étaient pas là, sur justement créer de beaux visuels, créer des publications, ajouter vos articles à votre catalogue. Et donc, je vais vous présenter justement comment booster ces publications. Je pense que vous le voyez sur votre page Facebook de plus en plus, comment booster sa publication. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment les booster avec le Business Manager, avec le gestionnaire de publicité de Facebook. Donc ici, quand je fais créer une campagne, on voit que j'ai plein de types de campagnes aussi, un peu à l'image de Google qui propose aussi plein de types de campagnes. Est-ce que ça va avec ça déjà? Normalement, ça doit aller jusque-là. On voit qu'il y a 3 grandes sections. On a la section sensibilisation, considération, conversion. À l'intérieur de chaque section, en fait, ça, c'est des objectifs. Et à l'intérieur, on a des types de campagnes associées. Oui, en fait, Facebook et Instagram sont liés. C'est la même interface pour les deux. Du coup, nous, ce qu'on va faire en particulier, c'est qu'on va faire des campagnes d'interaction. Les campagnes d'interaction, c'est avoir un objectif de like, de commentaires et de partage sur les publications qu'on a déjà réalisées. Donc ça, en fait, ça permet d'améliorer son engagement sur la marque, sur la page Facebook, sur le compte Instagram. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des campagnes d'interaction pour commencer, c'est bien. C'est un peu comme si on boostait les publications, sauf que l'avantage de passer par là, c'est que ça coûte relativement peu cher de faire des campagnes d'interaction. Donc ça, c'est assez intéressant. Hop. Donc ici, on va faire une campagne d'interaction. On va pouvoir faire des interactions avec une publication. On peut avoir aussi comme objectif des mentions j'aime la page ou des réponses à un événement. Moi, par défaut, je préfère laisser les interactions avec les publications parce que des fois, les mentions j'aime la page, c'est pas des personnes hyper qualifiées qui vont liker la page. Donc ça, je suis pas forcément fan. Donc moi, je vous conseille plutôt de faire des interactions avec les publications. Hop, voilà, ma campagne est créée. Comment je la nomme? Ça, c'est important. Donc là, ça va être une campagne d'interaction. Hop, voilà. Catégorie publicitaire spéciale. Vous devez déclarer si vos publicités portent un enjeu social, électoral ou politique. Donc là, par défaut, en général, si vous ne faites pas de politique ou autre, vous laissez par défaut. Derrière, l'objectif de la campagne, ça le répète, ça l'a déjà fait. Toujours, quand on crée des campagnes, il faut toujours afficher plusieurs options. Donc là, plafond de dépenses campagne. Donc là, on peut l'ajouter éventuellement si vous voulez vous survoler ici et vous allez avoir le détail. Ça peut être le fait de définir une limite globale de budget. Donc admettons, vous avez 50 € à dépenser sur la campagne, mais du coup, on peut le mettre comme ça. Donc là, je fais modifier et je fais ajouter un plafond de dépenses. Et admettons, ça va être 50 €. Voilà. Comme ça ne dépassera pas ce budget-là. Ok, attention, ça, il y a un minimum de 100 € pour le coup. Donc là, je vais devoir mettre 100 €. Voilà. Hop, du coup, ensuite, test AB, ok, bon, on n'est pas obligé de paramétrer ça. On va faire continue. Derrière, ça va nous établir un budget quotidien en fonction du budget global qu'on a fixé de 100 €. Ok, donc là, la date de début, on va la mettre à demain pour ne pas dépenser du budget. Et derrière, donc là, on est dans l'ensemble de publicité.
la deuxième strate, on va dire, on a campagne, ensemble de publicité, publicité. L'ensemble de publicité, c'est là où vous allez faire le ciblage par audience. La différence entre Google et Facebook, c'est que Google se positionne sur des mots-clés, en fait, parce que les gens font beaucoup de recherches sur Google. Et Facebook va se positionner sur des audiences. Pourquoi? Parce que sur Facebook, en fait, tout le monde a déjà renseigné le groupe de musique qu'il aimait, la page qu'il aimait, éventuellement sa religion, éventuellement sa date de naissance. Il y a beaucoup plus d'informations personnelles sur Facebook, ce qui permet de faire un bon ciblage et donc de cibler les bonnes personnes. On va pouvoir aller vraiment très loin sur ça. Petite astuce en rapport avec l'actualité, bon, je vais vous montrer un peu tout le ciblage ici. Donc ça, c'est un budget, je peux définir une date de fin si je veux. Hop. Admettons, je vais sélectionner le 21. Voilà. Du coup, ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est qu'on va pouvoir créer une audience. Donc là, je vais pouvoir choisir une zone géographique, ici. Je vais pouvoir faire rechercher des lieux et je vais cibler par exemple Toulouse, ici. Hop, voilà. Petite astuce pour ça, vous pouvez déplacer le repère, changer ça. Ça va faire une coordonnée GPS en fait. Voilà. Et on va pouvoir réduire le champ et le rayon jusqu'à 1 ou 2 km. Donc ça, c'est quand même assez précis. En plus de ça, vous allez pouvoir modifier l'âge de votre ciblage. Admettons, je vais prendre plutôt les 25-35 ans, par exemple. C'est mon cœur de cible, on va dire. Hop. Et derrière, je vais pouvoir faire un ciblage avancé. Le genre, c'est homme-femme ou autre. Ici, du coup, le ciblage avancé, je vais pouvoir directement faire des recherches. Admettons, je vais faire des recherches sur meubles. Je vais cliquer sur suggestions ici. Et je vais avoir les suggestions associées au meuble. Donc là, ça va être décoration intérieure, art déco, etc. Je vais pouvoir sélectionner ça, meubles, architecture d'intérieur, par exemple. Voilà. Petite astuce, il y a des audiences qui sont faites, par exemple, pour le Black Friday. Des gens qui sont facilement acheteurs sur le Black Friday. Donc on peut faire des choses vraiment très poussées. Si je recherche Black Friday, voilà, je vais carrément avoir les audiences de Black Friday, donc les personnes qui sont les plus susceptibles d'acheter pour ces périodes de fortes ventes et de fortes promotions. Donc je vais pouvoir sélectionner ça, par exemple. Hop. Derrière, je vais pouvoir avoir les placements de mes publicités. Donc ça, en fait, par défaut, on va le laisser en automatique, mais on va pouvoir personnaliser aussi sous la forme de placement manuel. Je vais pas pouvoir. Alors, du coup, je vais pouvoir sélectionner les placements manuels si je veux, par exemple, faire de la publicité que sur Facebook. Je peux décocher ça, et faire que sur Facebook, éventuellement. Si je veux faire que du Instagram, je peux faire aussi que du Instagram. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Si, par exemple, vous voulez booster vos publications sur Facebook, vous faites un groupe d'annonces, on va dire, un ensemble de publicités que avec l'audience Facebook, et vous allez pouvoir en faire un que sur Instagram. Ça aussi, c'est intéressant parce que du coup, vous allez pouvoir booster les publications Facebook sur Facebook et les publications Instagram sur Instagram. Ça, c'est plutôt quali. Donc là, je vais faire la publicité sur Facebook, par exemple. Et je vais faire, bon, le contrôle du coup, en général, on laisse par défaut. Ça vous donne en fait la couverture potentielle aussi. Ça, c'est assez intéressant. Voilà. Je vais faire suivant ici. Et je vais créer ma première publicité. Hop. Donc là, comment je vais faire? Je vais tout simplement nommer ma publicité, pub 1 par exemple, et je vais pouvoir, donc là on fait que du Facebook, donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser page Facebook, je vais pouvoir ajouter un placement Instagram si je fais de la publicité sur Instagram. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Là, ils vont me proposer directement de lier le compte Instagram. Donc là, pour le coup, vu que je ne fais pas de la pub sur Instagram, ce n'est pas forcément nécessaire. Et derrière, la configuration de la publicité. Donc ça, comment on va faire? L'idée, c'est de prendre des publicités qui existent déjà en publication sur votre page. Donc là, par défaut, ça sera bien paramétré. Ça sera utiliser une publication existante. Là, créer une publicité, je ne vais pas vous le conseiller. L'objectif, c'est d'avoir des interactions avec nos publications existantes. Et derrière, du coup, dans le contenu publicitaire, je vais pouvoir sélectionner une publication existante de ma page Facebook. Donc là, vous avez la liste des publications page Facebook et des publications Instagram. Mais là, du coup, je ne vais pas les avoir à disposition parce que mes placements, c'est que Facebook. Donc là, je sélectionne page Facebook, je prends la publication, je fais continuer. Et ça va l'afficher comme ça. Derrière, je peux avoir éventuellement un call to action, en savoir plus. Donc ça, c'est paramétré parce que j'ai déjà
dans mon lien ici. Enfin, voilà. Donc voilà, là, je fais publier et ma pub sera publiée. Hop. Je vais annuler quand même, je ne vais pas publier ça. Hop, je vais retourner. Je vais quitter tout ça. Donc voilà un peu pour les publicités sur Facebook. C'est assez rapide parce que c'est compliqué en 2 heures de traiter tout. Je pense que déjà, pour faire un petit débrief sur ça, l'idée c'est d'abord, pour reprendre un peu ce qu'on a vu dans la structure et les étapes de l'atelier, c'est vraiment, la clé c'est d'abord la base de données. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de fidéliser des bons clients que d'en acquérir de nouveaux. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup moins cher aussi de fidéliser des personnes qui sont déjà en contact avec vous que de trouver de nouveaux utilisateurs. Pour trouver de nouveaux clients, il faut souvent passer par des systèmes comme de la publicité. Donc, c'est directement des budgets à dépenser, à allouer pour ça. Bien sûr, c'est intéressant, mais c'est beaucoup plus intéressant de fidéliser les personnes. En fait, ça coûte beaucoup moins cher de fidéliser parce que, comme on l'a vu, l'envoi d'un email, c'est gratuit. Le fait de créer une campagne publicitaire, c'est payant, certes. C'est des coûts assez abordables, c'est des coûts d'entrée assez abordables, mais voilà, ça reste un coût. Donc, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'abord de se faire sa base de données pour ceux qui n'ont pas de site, pour ceux qui n'ont pas de solution de gestion d'envoi d'email. D'abord, créez-vous votre fichier comme ça, ou récupérez-le si vous avez déjà fait un travail comme ça. Si vous avez peut-être fait ça sur papier, j'ai des pros que j'accompagne qui avaient au début un fichier papier sur leur base de données clients et du coup qui ont dû saisir à la main les informations de leurs utilisateurs. Mais derrière, du coup, c'est intéressant parce que on peut envoyer des emails. L'envoi d'email, c'est gratuit. Vous êtes limité en termes d'envoi d'email à 300 emails par jour gratuitement. Et derrière, en fait, dès que vous atteignez cette limite, vous pourrez renvoyer des emails le lendemain. Vous êtes limité aussi en termes de quantité de contacts à 2000 contacts. Donc, si déjà vous avez 2000 contacts et 300 emails envoyés tous les jours, c'est quand même déjà pas mal. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Sur quels critères on choisit la publicité qu'on veut booster? Alors, la publication qu'on veut booster plutôt, ouais. Comment on va faire ça? Moi, généralement, ce que je propose, c'est que on booste toutes les publications. En fait, vous pouvez ajouter plusieurs publicités dans le même groupe d'annonces sur Facebook. Et donc, en fait, je peux vous montrer avec une... hop, je vais supprimer celle-là. Hop, j'ai le bouton là. Je vais vous montrer moi ce que je fais avec ce compte-là. J'ai fait une campagne Instagram, une campagne interaction, et à l'intérieur, j'ai fait un ciblage. J'ai fait 2 ensembles de publicités. Ça devrait arriver. Peut-être un peu lourd. J'ai beaucoup de publicité là-dessus. Voilà. Donc là, en fait, si vous voulez, moi j'ai fait 2 ensembles de publicités avec 2 ciblages différents. Donc là, on est sur Dreamtime à Bordeaux. Le ciblage qu'on a fait, c'est qu'on a fait un ciblage ici, standard, avec beaucoup de points, si vous voulez. Donc ça, si vous voulez, je peux modifier, hop, parcourir. Je peux vous montrer un peu les ciblages qu'on a fait. C'est qu'en fait, j'ai fait plein de micro-ciblages dans les quartiers de Bordeaux qui m'intéressent. Donc c'est quelque chose de très précis avec plein de kilométrage. Et j'ai fait aussi le ciblage du bassin d'Arcachon, en gros, de manière générale. Derrière, à l'intérieur, j'ai mis les intérêts, donc décoration d'intérieur, art déco ou meubles. Ça me fait une couverture potentielle de 64 000 personnes. C'est assez léger. On peut avoir des audiences qui sont beaucoup plus élevées que ça. On peut avoir des audiences à 300 000, 500 000, 1 million. C'est pas un souci. L'idée, c'est que ce soit qualifié, par contre. Donc là, j'ai ciblé, j'ai fait 28-48, c'est très précis aussi. Voilà, j'ai fait en fonction des données que j'avais sur les clients. Et à l'intérieur de ça, en fait, les publicités, c'est tout simplement toutes les publications que je fais sur Instagram. Et donc là, c'est que sur la campagne Instagram, du coup, ici. Donc voilà, là, c'est toutes les publications que je fais. Et derrière, sur ma campagne Facebook, c'est toutes les publications sur Facebook que je fais. Elle ne veut pas bien s'ouvrir, par contre. Ok. Donc voilà un peu pour... hop. Voilà un peu pour la partie publicitaire.
Comment faut-il faire pour envoyer des SMS sur Sendinblue? En fait, je ne vous en ai pas parlé parce que c'est une solution qui est payante sur Sendinblue, mais c'est aussi possible. Ici, en fait, ça va être dans les crédits SMS. Il va falloir acheter des crédits pour faire des campagnes de SMS. Donc là, en fait, soit vous achetez des crédits à l'unité, il me semble. Hop, crédit SMS, obtenez plus de crédits. Voilà. Je veux envoyer 100 SMS en France. Et donc, en fait, ça va vous dire combien ça va vous coûter. Admettons 1000, hop, voilà. 1000 SMS, ça vous coûtera 45 € ou 4500 crédits SMS. Donc là, en fait, on fait obtenir les crédits, on paye et on peut envoyer des SMS du coup. Et derrière, vous allez pouvoir faire des campagnes du coup d'envoi de SMS. Donc là, il va falloir faire une liste. On a déjà nos listes de destinataires ici, dans les contacts et dans liste. Et vous allez pouvoir directement faire les envois de SMS du coup, ici. Non, c'est pas 45 par mois, c'est le prix pour 1000 envois de SMS. En fait, c'est des forfaits. Enfin, c'est pas des forfaits, justement, c'est pas des abonnements, c'est à l'unité. En fait, c'est des crédits à l'unité de. Hop, si je fais ça, je vais envoyer 100 SMS en France, ça me coûte 4,50 €. Je vais envoyer, je sais pas moi, 500, ça me coûte 22,50 € par exemple. Et en fait, je crois que c'est des tarifs dégressifs aussi. Si j'en envoie 100, ça me fait 4,50 €. Si j'en envoie 10 000, peut-être que ça va me coûter. Non, mais pas. C'est même pas des tarifs dégressifs, c'est des tarifs fixes. Du coup, ça fait du. Ok. Voilà. Donc voilà un peu pour envoyer des campagnes, il faut juste acheter des crédits en fait. Et derrière, vous rédigez votre texte de SMS et il faut avoir bien sûr une base de données avec les numéros de téléphone. Pour le coup. Donc voilà un peu. Hop. Du coup, ouais, pour conclure rapidement sur ce qu'on a vu sur cet atelier, c'est vraiment l'idée d'avoir une base de données client qui est vraiment la clé. Derrière, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez lancer des campagnes, comme on l'a vu. Dans tous les cas, il y a les replays et on vous prépare des fiches pratiques. Il y aura 7 fiches en tout. Il y aura les fiches récap sur les premiers ateliers qu'on a vus sur euh, la partie création de sa boutique via Google, via Facebook, Instagram, et aussi le récap sur les outils qu'on a abordés sur cet atelier, à savoir une fiche pratique sur Sendinblue. On aura aussi une fiche pratique sur Google Ads avec les étapes, de façon à ce que vous puissiez soit la visionner en PDF, soit vous l'imprimer. Derrière, vous aurez aussi la possibilité de travailler sur Facebook avec, pareil, une fiche pratique dédiée à ça sur la publicité sur Facebook, avec les étapes pour créer le type de campagne que je vous ai montré sur cet atelier. Donc voilà. Je pense que la CCI va les mettre sur le site. Il me semble qu'on en a parlé. Ils devraient les mettre sur le site. Ils vont vous envoyer un email pour vous informer de ça. Et normalement, ça devrait être bon. Alors, ok. Alors, je vais lire toutes les questions. Hop, il y en a un peu. Alors, j'ai reçu le message de Dominique. Je le note. Alors, ok, c'est noté, Dominique. Ensuite, vous trouvez ces fiches et le replay. Le replay, il sera sur la page Facebook de la CCI et il me semble qu'ils vous enverront les liens aussi par mail à la fin de cet atelier. Je vais arrêter de partager mon écran. Bon, je vais le faire après. Ensuite, oui, si vous voulez mes coordonnées, hop, je vous les mets ici. Vous pouvez scanner le QR code pour voir un peu ce qu'on fait avec l'atelier du site aussi, si jamais vous voulez un peu en savoir plus. On fait du e-commerce, on fait du site internet, on fait de la gestion sur la publicité aussi. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ça. On accompagne des pros tous les mois sur des problématiques de publicité en ligne, de référencement naturel, de création de site internet.
Et on fait aussi on a créé des offres, on va dire, spécialement pour les petits budgets, pour les créations de sites internet, avec des sites qui sont à partir de 50 € par mois, avec des sites très propres sur WordPress. Donc n'hésitez pas à regarder les références sur le site qui est dans le QR code. Ensuite, donc là, merci à tous pour votre participation. Ok, je reviens sur Google My Business car j'ai un problème. J'essaie de supprimer mon tel perso pour le remplacer par mon portable et je n'y arrive pas. J'ai reçu le mail de Google qui fait qu'ils disent j'ai fait un signalement en tant que quelqu'un d'autre pour dire que le tel était faux et donc redonner le bon. Rien n'y fait. Du coup, je ne. Ce que vous pouvez faire, Pascal, pour ça, vous pouvez aller sur la fiche et suggérer une modification sur la fiche directement. Je vais vous montrer comment ça marche. Alors, admettons, je tape Dreamtime Bordeaux. Bon, là, je suis propriétaire de l'établissement, là, pour le coup. Mais en fait, ici, vous allez avoir suggéré une modif. Je vais le faire avec un autre établissement que je n'ai pas. Par exemple, CCI Toulouse. Hop. Ici, il y a un bouton suggérer une modification. Donc, en fait, vous allez pouvoir faire suggérer une modification, modifier le nom ou d'autres infos. Et derrière, vous allez pouvoir suggérer une modif du numéro de téléphone. Faites-le avec plusieurs comptes Gmail et Google devrait prendre en compte justement que c'est un bon numéro que vous ajoutez. J'ai des difficultés pour créer un ensemble de publicités, des ensembles sur le catalogue via Facebook. En fait, il faut d'abord avoir créé les articles, Mounia, et derrière, vous créez un ensemble de publicités en sélectionnant manuellement les articles que vous avez créés. Hop, je vais vous le montrer. Hop, je retourne sur le catalogue, sur l'atelier qu'on a vu la dernière fois, du coup, sur l'atelier numéro 2. Donc ici, j'ai mes articles qui sont validés, Mounia. Et ici, j'ai mes ensembles. Ce que je fais, c'est que je vais créer un ensemble en sélectionnant manuellement les articles. Et donc ici, je nomme mon ensemble. Et je sélectionne manuellement tel article. Et je fais créer. Voilà, pour créer un ensemble. Est-ce que vous avez d'autres questions du coup? Hop, je vais remettre ça. Si jamais vous avez d'autres questions, je vous ai mis mon mail, je vous ai mis mon numéro. Si jamais vous voulez me contacter pour toute question ou autre, n'hésitez pas. Je suis disponible. Je suis très pris à ce moment, mais je suis disponible. Je réponds quand même au mail. Donc pas de souci. Merci à tous du coup pour cet atelier. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour les ateliers Shopify qui se dérouleront, il me semble, de mémoire demain et après-demain sur les sessions niveau 1 et 2 pour créer son site avec Shopify. Donc là, ça sera créer un site e-commerce. Oui, c'est possible en 4 heures et je vais vous montrer comment. C'est pas du tout problématique et vous allez voir que c'est assez simple d'utilisation. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. À très bientôt. Bonne fin de journée à tous.